À la vitesse atteinte aujourd'hui par nos sondes les plus avancées, entreprendre un voyage vers l'étoile la plus proche exigerait plus de 70 000 ans de traversée continue, un laps de temps si vaste qu'il dépasse de loin toute l'histoire écrite de l'humanité et nous oblige à repenser notre relation au temps et à la distance. Pourtant, malgré cette apparente impossibilité, la plupart des visions concernant le destin de notre espèce depuis les récits classiques de la science-fiction jusqu'aux modèles spéculatifs développés par physiciens et ingénieurs convergent vers une idée persistante. Tôt ou tard, nous tenterons d'abandonner les confins du système solaire, non seulement au moyen de machines automatiques, mais avec des êtres humains vivants observant les étoiles depuis l'intérieur d'un vaisseau. La question qui revient encore et encore, comme un écho qui ne disparaît jamais, semble simple dans sa forme, mais gigantesque dans ses implications. Serons-nous réellement capables d'y parvenir un jour ? Pourrons-nous franchir les immenses distances qui séparent les systèmes stellaires, affronter le vide glacé de l'espace interstellaire et survivre à un voyage qui défie toute échelle humaine connue? Ou sommes-nous destinés à rester dans notre voisinage cosmique comme des créatures contemplant l'océan depuis le rivage, fascinés mais immobiles? Peut-être que la réponse ne réside pas uniquement dans la technologie que nous devons encore construire, mais aussi dans la manière dont nous comprenons les limites entre le possible et l'inimaginable. Dans ce territoire incertain, où la science se mêle à la spéculation et où chaque découverte ouvre de nouvelles questions, se trouve le véritable défi de notre avenir parmi les étoiles. Explorons maintenant à quel point nous sommes réellement proches d'accomplir ce saut monumental, cette frontière cosmique qui marque la fin de notre foyer stellaire. Loin de la Terre, au-delà des orbites de Neptune et de Pluton, s'étend une région silencieuse où l'influence du Soleil commence à s'estomper, un lieu qui marque l'une des transitions les plus significatives du cosmos. Là, le vent solaire, un flux constant de particules chargées, ralentit et finit par se mélanger à un autre type de vent très différent, le milieu interstellaire, un mélange ténu de gaz, de poussière et de rayons cosmiques qui circulent entre les étoiles. Cette frontière, connue sous le nom d'héliopause, est le seuil de la bulle qui enveloppe notre système solaire, l'héliosphère. À l'intérieur de celle-ci, le vent solaire voyage à des vitesses supersoniques et offre une protection partielle contre la radiation brutale de l'espace profond, mais à mesure qu'il s'étend, il se heurte à la pression du milieu interstellaire et ralentit drastiquement dans ce que l'on appelle le choc terminal. Au-delà se trouve l'héliopause, le point où le vent solaire ne peut plus repousser le vent interstellaire, la véritable limite de notre domaine stellaire. Pendant des décennies, cette limite ne fut qu'une théorie. Aucun vaisseau ne l'avait franchie, et sa position était estimée au moyen de modèles et de simulations, demeurant un mystère inexploré. Tout a changé avec deux sondes extraordinaires, Voyager 1 et Voyager 2, lancées en 1977 pour explorer les planètes extérieures et qui ont poursuivi leur voyage propulsés uniquement par l'inertie et alimentés par des batteries nucléaires, s'aventurant vers l'inconnu comme de lents ambassadeurs de l'humanité en route vers les étoiles. Voyager 1 fut la première à atteindre l'héliopause, franchissant cette frontière invisible sans caméra pour capturer l'instant ni signaux dramatiques pour annoncer le passage. Les preuves sont venues de ces instruments. Le détecteur de rayons cosmiques a montré une diminution des particules solaires et une augmentation nette des rayons cosmiques interstellaires. Le magnétomètre a enregistré des changements dans la direction et l'intensité du champ magnétique. Et l'instrument d'onde de plasma a détecté une augmentation de la densité du plasma, confirmant que la sonde était entrée dans une région entièrement nouvelle. Voyager 2 a suivi en novembre 2010 à 8, avec un passage encore plus détaillé grâce au fait que son instrument de plasma restait opérationnel et les données ont coïncidé avec celles de sa jumelle tout en révélant que l'héliopause semblait être un peu plus proche, signe que cette limite n'est pas une barrière fixe, mais une frontière vivante qui se dilate et se contracte comme une marée. Au-delà commence le véritable espace entre les étoiles, le milieu interstellaire, qui bien qu'incroyablement ténu imprègne toute la galaxie et contient de la poussière issue d'anciennes supernovas,
Du gaz qui donnera naissance à de nouvelles étoiles et des champs magnétiques qui se tordent dans l'obscurité, étant plus froids, plus denses et bien plus mystérieux que l'espace, à l'intérieur de notre bulle solaire. Les sondes Voyager, déjà à des milliards de kilomètres de la Terre, continuent de murmurer depuis ce rivage cosmique. Leurs signaux mettent plus de 6 heures à nous atteindre, et bien que leurs instruments vieillissent et que leur énergie diminue, elles continuent d'envoyer des données depuis le bord de l'influence solaire. L'image commune du système solaire comme 8 planètes ordonnées autour du Soleil est incomplète. Bien au-delà de Neptune s'étend une immensité inattendue. Après Neptune, à environ 30 fois la distance entre la Terre et le Soleil, se trouve la ceinture de Kuiper, un anneau de débris glacés bien plus vaste et froid que la ceinture d'astéroïdes où résident Pluton et d'autres planètes naines aux côtés d'innombrables corps mineurs, fragments des jours primordiaux du système solaire. Certains scientifiques proposent même l'existence d'une planète 9 dont la gravité expliquerait les orbites étranges de certains objets dans cette région. Encore plus loin s'étend le nuage d'Oort, une gigantesque enveloppe sphérique que l'on pense entourer le système solaire dans toutes les directions et qui pourrait commencer à 2000 fois la distance Terre-Soleil et s'étendre jusqu'à 100 000 fois 7. Distance, si vaste que la lumière mettrait presque 2 ans à la traverser. Le nuage d'Oort est considéré comme l'origine de nombreux comètes de longue période et aucune sonde ne l'a visité ni aucun télescope ne l'a observé directement. Nous connaissons son existence uniquement à travers le comportement des comètes. Mais s'il existe réellement, il pourrait contenir des milliards, voire des billions de corps glacés. Depuis des montagnes jusqu'à de véritables mondes, peut être même des objets errants capturés d'autres étoiles durant les premiers jours de la galaxie. Bien que nous ayons tendance à penser aux planètes comme aux protagonistes de l'histoire du système solaire, le véritable volume, le mystère et le silence se trouvent dans le froid profond de ces frontières. Pour l'instant, seuls les voyagers, s'éloignant à raison de milliards de kilomètres chaque année, continuent d'envoyer des nouvelles depuis cette limite cosmique, nous rappelant combien il reste encore à explorer même à l'intérieur de notre propre voisinage stellaire. La tyrannie de la vitesse cosmique constitue la grande limite de notre propulsion. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en une année, environ 9 billions de kilomètres, et pour mettre cela en perspective, la lumière met un peu plus d'1 seconde pour atteindre la Lune, et environ 8 minutes pour voyager du Soleil jusqu'à la Terre. Pourtant, le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri, se situe à plus de 4 années-lumière de distance. Et même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, le trajet resterait considérable. Le problème fondamental est que nous ne pouvons pas voyager à cette vitesse, ni même réellement nous en approcher. La théorie de la relativité d'Albert Einstein établit qu'aucun objet doté de masse ne peut atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. À mesure qu'un objet massif accélère, il devient exponentiellement plus difficile de le propulser, exigeant des quantités d'énergie tendant vers l'infini, et l'énergie infinie reste totalement hors de notre portée. Nous avançons donc lentement. Voyager 1, notre sonde la plus éloignée, voyage à environ 10 à 7 km par seconde, soit environ 61 000 km par heure, ce qui peut sembler rapide sur Terre mais qui dans le contexte cosmique n'est qu'un soupir. Il lui faudrait plus de 70 000 ans pour atteindre Proxima Centauri, l'étoile la plus proche. Même des sondes plus récentes comme la Parker Solar Probe ont atteint des vitesses bien plus élevées, proches de 700 000 km par heure lorsqu'elles s'approchent du Soleil, mais malgré cela, le voyage vers l'étoile la plus proche exigerait encore plus de 6 000 ans. Atteindre seulement 1% de la vitesse de la lumière, environ 3000 km par seconde, nous laisserait encore à plus de 400 ans de Proxima Centauri, et cela en supposant que nous puissions accélérer jusqu'à cette vitesse, ce qui reste impossible avec la technologie actuelle. Pourquoi est-ce si difficile ? Une grande partie de la réponse réside dans l'énergie. La vitesse et l'énergie sont profondément liées. Plus nous voulons aller vite, plus nous avons besoin d'énergie. Et il ne s'agit pas seulement du carburant, mais aussi de la manière dont il est transporté, brûlé
et de ce que le moteur peut réellement accomplir. Les fusées chimiques actuelles sont extrêmement inefficaces pour les voyages à haute vitesse. Elles transportent leur propre propulseur et ajouter davantage de carburant augmente le poids, ce qui exige encore plus de carburant pour pousser ce poids supplémentaire, créant un cercle vicieux qui augmente la masse tout en apportant très peu de vitesse supplémentaire. C'est pour cette raison que les vaisseaux spatiaux consomment la majeure partie de leur carburant simplement pour quitter la Terre, puis glissent presque sans propulsion, une approche idéale pour les orbites ou les missions vers des planètes proches mais inutiles pour parcourir des billions de kilomètres. L'autre grand problème est la patience. Les êtres humains ne sont pas conçus pour des voyages qui durent des siècles. Nos vies sont trop courtes par rapport au temps nécessaire pour atteindre une autre étoile, même à une petite fraction de la vitesse de la lumière. Si aujourd'hui nous lancions un vaisseau capable de voyager à 0,01% de la vitesse de la lumière, il mettrait plus de 40 000 ans pour atteindre Alpha Centauri, un intervalle antérieur à toute l'histoire écrite de l'humanité. En théorie, des vitesses plus élevées pourraient être atteintes grâce à des moteurs qui ne dépendent pas du carburant traditionnel. Des scientifiques et des ingénieurs imaginent des vaisseaux propulsés par d'immenses lasers ou par des voiles capturant la lumière solaire, des idées encore à leur début qui suggèrent qu'un jour nous pourrions atteindre 10 voire 20% de la vitesse de la lumière. À ces vitesses, Alpha Centauri se trouverait à seulement 40 années de voyage, un temps long mais soudain à l'échelle d'une vie humaine. Cependant, voyager à une fraction significative de la vitesse de la lumière introduit de nouveaux problèmes. L'espace n'est pas totalement vide, il contient de minuscules particules, de la poussière, des atomes et des molécules qui à faible vitesse sont insignifiants, mais qui à des vitesses relativistes deviennent des projectiles capables de libérer des énergies dévastatrices. Un simple grain de poussière pourrait frapper un vaisseau à grande vitesse avec la force d'une explosion, créant des défis d'ingénierie entièrement nouveaux. De plus, le temps lui-même commence à se comporter différemment à des vitesses extrêmes. Un principe fondamental de la théorie d'Einstein établit que, du point de vue de quelqu'un à bord d'un vaisseau très rapide, le temps ralenti, une année à l'intérieur du vaisseau, pourrait équivaloir à 10 années sur Terre. Cet effet est réel et a été démontré avec des horloges atomiques dans des avions et des satellites, bien qu'à nos vitesses habituelles, il soit imperceptible. À des vitesses relativistes, il devient significatif. Un voyage vers une autre étoile pourrait durer quelques années pour les voyageurs, tandis que des décennies s'écouleraient sur Terre, une possibilité fascinante qui soulève des questions profondes sur le sens de l'exploration si elle ne se déroule pas en temps réel. Sur Terre, la vitesse de la lumière demeure un mur infranchissable, une loi cosmique qui définit tout ce que nous faisons dans l'espace, ralentit nos messages, limite nos sondes et enferme nos rêves de visiter d'autres étoiles dans des échelles temporelles immenses, mais elle façonne aussi l'univers en nous permettant d'observer des galaxies dont la lumière a voyagé pendant des milliards d'années pour nous atteindre. Pour l'instant, notre meilleure option consiste à continuer à repousser lentement les limites avec des moteurs plus intelligents, des vaisseaux plus légers et des systèmes énergétiques plus efficaces. Peut-être ne briserons-nous jamais la barrière de la lumière, mais nous pourrons peut-être raccourcir les distances non pas en décennies, mais en siècles. Peut-être qu'un jour une sonde quittera la Terre et atteindra une autre étoile. Peut-être n'emportera-t-elle pas d'êtres humains, et peut-être ne reviendra-t-elle jamais, mais, malgré tout, elle représentera le franchissement d'une frontière plus réelle que n'importe quelle ligne tracée sur une carte, le signe que nous avons commencé à nous déplacer vers la galaxie profonde. Jusqu'à ce moment-là, nous restons presque immobiles à l'échelle cosmique. La fragilité humaine dans le vide interplanétaire constitue une autre des grandes limites. En décembre 1972, la mission Apollo 17 est revenue de la Lune. Et depuis lors, aucun être humain n'est allé au-delà de l'orbite terrestre basse. Pendant plus de 50 ans, tous les astronautes sont restés à l'intérieur d'une étroite bulle autour de notre planète, à seulement quelques centaines de kilomètres d'altitude.
À première vue, cela paraît paradoxal. Nous disposons d'ordinateurs plus puissants. Nous avons envoyé des sondes jusqu'aux confins du système solaire et des entreprises privées lancent des fusées régulièrement, mais nous n'avons pas conduit d'êtres humains au-delà de l'orbite basse depuis un demi-siècle. La réponse est un mélange de coûts, de risques et de priorités changeantes. Envoyer des personnes loin de la Terre est immensément difficile. Le programme Apollo, bien qu'impressionnant, fut un exploit unique plus qu'un véritable pont stable vers l'espace profond. Après les alunisages, les États-Unis se sont concentrés sur d'autres urgences. Apollo était extrêmement coûteux, et le contexte politique et économique du début des années 70, avec la guerre du Vietnam et des tensions internes, a rendu difficile la justification de missions qui ne semblaient plus urgentes une fois la course contre l'Union soviétique pour atteindre la Lune terminée. La vision suivante fut la navette spatiale, conçue pour être réutilisable et réduire les coûts d'accès à l'espace, mais en pratique elle est devenue un véhicule complexe et coûteux, qui a orienté la NASA pendant des décennies, concentrant ses efforts sur la construction et la maintenance de stations spatiales en orbite basse comme Mir et la Station spatiale internationale. Ces missions ont permis de comprendre comment le corps humain réagit à des séjours prolongés en microgravité, mais elles ont maintenu les astronautes confinés près de la Terre, tandis que l'espace profond restait presque exclusivement le domaine de l'exploration robotique. Les difficultés d'envoyer des personnes plus loin n'ont jamais disparu. L'espace profond n'implique pas seulement des distances plus grandes, mais des dangers totalement différents. La radiation constitue l'un des principaux défis. Le champ magnétique terrestre nous protège d'une grande partie du rayonnement spatial, mais une fois hors de l'orbite basse, les astronautes sont exposés à des particules de haute énergie provenant du Soleil et de l'espace interstellaire. Ces particules peuvent augmenter soudainement lors d'éruptions solaires ou d'éjections de masse coronale, créant des tempêtes potentiellement dangereuses, voire mortelles, sans protection adéquate. Sur la Station spatiale internationale, l'équipage bénéficie encore partiellement du bouclier magnétique de la Terre et dispose de zones avec protection supplémentaire, mais lors d'une mission longue vers Mars ou vers l'espace profond, il n'existerait aucun refuge immédiat contre ces événements. Les plans de mission incluent souvent un petit abri blindé, une pièce aux parois épaisses faite de plastique ou de réservoirs d'eau où l'équipage peut se réfugier pendant une tempête solaire. C'est une solution efficace, mais elle ajoute de la masse, et la masse est toujours un problème critique. Les rayons cosmiques galactiques représentent un danger encore plus grand. Provenant de l'extérieur du système solaire, des supernovas et des trous noirs, ces particules voyagent pendant des millions d'années et frappent avec une énergie extrême. Elles sont moins nombreuses que les protons solaires, mais beaucoup plus puissantes, capables d'endommager les cellules, d'altérer l'ADN et d'augmenter significativement le risque de cancer. Elles traversent la plupart des parois des vaisseaux spatiaux. Les systèmes de blindage aident, mais pas suffisamment. Pour les arrêter efficacement, il faudrait des mètres de matériaux denses comme le plomb ou l'eau. Une protection beaucoup trop lourde pour presque toute mission spatiale actuelle. Le rayonnement spatial se mesure en sieverts, une unité qui reflète les dommages biologiques accumulés. Sur Terre, l'exposition naturelle est d'environ 2 ou 3 millisieverts par an, alors que lors d'un voyage de 6 mois vers Mars, les astronautes pourraient recevoir 300 millisieverts ou davantage, l'équivalent d'une radiographie corporelle complète tous les quelques jours. Avec le temps, cela augmente le risque de cancer, affaiblit le système immunitaire, endommage le cerveau et accélère le vieillissement. Les robots explorateurs n'ont pas ce problème. Leurs composants peuvent être renforcés contre la radiation, ils ne développent pas de tumeurs et fonctionnent simplement jusqu'à ce qu'ils cessent de fonctionner. Mais les êtres humains sont différents. Nos corps dépendent d'environnements stables. Nos cellules se divisent et se réparent constamment. Et nos organes sont délicats. Nous n'avons qu'un seul corps et aucune pièce de rechange. Concevoir un vaisseau spatial pour des humains implique des compromis difficiles. Plus de blindage signifie plus de sécurité, mais aussi plus de poids, ce qui exige davantage de carburant, des fusées plus grandes et des coûts beaucoup plus élevés. Le support vital constitue un autre obstacle crucial. Sur la Lune, le séjour le plus long n'a duré que quelques jours.
Mais les futures missions vers Mars ou les bases lunaires pourraient s'étendre sur des semaines, des mois, voire des années. Cela exige des systèmes fiables capables de recycler l'air, l'eau et la nourriture, ainsi que de gérer les déchets efficacement. Ces systèmes doivent être presque parfaits, car une seule panne pourrait être fatale. Contrairement à la Station spatiale internationale, il est impossible de dépendre d'approvisionnements fréquents. Dans l'espace profond, on est complètement seul. En orbite terrestre basse, si quelque chose échoue, on peut revenir en quelques heures. Mais dans l'espace profond, le sauvetage n'existe pas. Une mission vers Mars nécessiterait des mois simplement pour y parvenir. Et si quelque chose se brise en cours de route, il n'y a pas de retour immédiat. Le vaisseau doit être autosuffisant et les personnes à bord doivent savoir résoudre des problèmes sans aide extérieure. Ce niveau de redondance et de sécurité a un coût énorme. La fusée Saturn V, qui a conduit les missions Apollo vers la Lune, fut la plus puissante jamais construite, mais elle n'était pas réutilisable, et chaque lancement coûtait des centaines de millions de dollars. Reconstruire quelque chose de similaire aujourd'hui exigerait des années et probablement des dizaines de milliards. Pendant des décennies après Apollo, personne n'était prêt à dépenser autant, et les agences spatiales ont opté pour des missions robotiques moins coûteuses, plus sûres et capables d'aller beaucoup plus loin. Sonde après sonde, Voyager, Galileo, Cassini, Curiosity, nous avons appris d'énormes quantités sur le système solaire sans mettre en danger des vies humaines. Pourtant, aujourd'hui les choses changent à nouveau. La NASA a construit une nouvelle fusée, le Space Launch System, et des entreprises privées comme SpaceX développent leur propre système de lancement lourd. Le retour sur la Lune est prévu avec le programme Artemis, bien que cela ne soit que le début d'une longue ascension vers le véritable voyage dans l'espace profond. Ces missions continuent de faire face aux mêmes limites sévères: radiation, carburant, support vital, distance et temps. La raison pour laquelle nous n'avons pas quitté l'orbite terrestre basse pendant si longtemps n'est pas un manque de désir d'exploration, mais le fait que chaque mission au-delà de la bulle protectrice de la Terre représente un voyage à très haut risque vers l'inconnu, et tant que nous ne construirons pas des systèmes capables de gérer ce risque de manière fiable, répétable et durable, nous ne nous éloignerons pas beaucoup de notre maison. Les rêves de propulsion au-delà des fusées chimiques naissent précisément de ces limites. Au cœur de chaque fusée chimique, une chambre de combustion mélange et brûle carburant et oxydant à haute pression, expulsant des gaz chauds à travers une tuyère pour générer de la poussée, mais ce processus possède des limites inévitables. La pression ne peut pas augmenter indéfiniment, et les matériaux doivent supporter chaleur et tensions extrêmes. Les pousser trop loin signifie fusion, fracture ou explosion. Même après des décennies de recherche sur des alliages avancés et des systèmes de refroidissement, les performances restent enfermées dans des seuils rigides. La vitesse maximale qu'une fusée peut atteindre dépend non seulement de la quantité de carburant, mais de la rapidité avec laquelle le moteur peut l'expulser, la vitesse d'éjection. Les meilleures fusées chimiques atteignent environ 4 ou 5 km par seconde, et lorsque le carburant s'épuise, la poussée disparaît. C'est pour cette raison que plus de 90% de la masse totale d'une fusée est du carburant. La Saturn V pesait plus de 3000 tonnes entièrement chargées, mais le vaisseau qu'elle transportait ne représentait qu'une petite fraction de ce poids. Les fusées modernes, comme Falcon Heavy ou le système de lancement d'Artemis, suivent toujours les mêmes règles fondamentales. La propulsion chimique est limitée parce qu'on ne peut extraire qu'une quantité finie d'énergie des réactions chimiques. L'impulsion spécifique, une mesure de l'efficacité du moteur, est limitée à environ 450 secondes dans les meilleurs moteurs à carburant liquide. Pour aller plus vite, il faut quelque chose de totalement différent, une forme supérieure de poussée. C'est pourquoi les ingénieurs étudient la propulsion électrique, les moteurs ioniques et même des systèmes de propulsion nucléaire. Ces méthodes ne brûlent pas le carburant au sens classique. Elles utilisent des champs électriques ou des réactions nucléaires pour accélérer des particules à des vitesses bien plus élevées et devenir énormément plus efficaces. Les moteurs ioniques, par exemple, possèdent des vitesses d'éjection 10 fois supérieures à celles des fusées chimiques, mais leur problème est la poussée presque inexistante.
Ils ne peuvent pas décoller depuis la Terre. Ils fonctionnent uniquement dans l'espace et accélèrent lentement, nécessitant des semaines ou des mois pour atteindre des vitesses significatives. C'est toujours le même compromis, forte poussée avec faible efficacité ou grande efficacité avec faible poussée. Aucun système n'offre les deux à la fois, du moins pour l'instant. Sans cette combinaison, chaque mission vers l'espace profond reste un équilibre imparfait. Décoller avec une énorme fusée chimique pour ensuite voyager avec un moteur à faible poussée et arriver malgré tout tard, des années trop tard. Malgré tous nos progrès, le voyage interstellaire reste un rêve lointain. Nos fusées se heurtent à des murs physiques que nous ne pouvons pas franchir. Nous ne pouvons pas expulser le gaz plus rapidement, nous ne pouvons pas rendre les réservoirs infiniment légers et nous ne pouvons pas injecter davantage d'énergie sans que tout explose. Pour l'instant, nous observons de petites sondes métalliques glisser lentement vers l'obscurité au-delà des limites de l'influence solaire. Des projets portés par le rêve, comme Orion et Daedalus, sont nés précisément pour imaginer des alternatives radicales. Il y eut un moment, à la fin des années 50 et au début des années 60, où certains ingénieurs crurent avoir trouvé un raccourci vers les étoiles. Ils l'appelèrent Projet Orion. L'idée était simple et brutale. Si les fusées chimiques n'étaient pas assez puissantes pour le voyage interstellaire, on utiliserait quelque chose qui le serait. Des explosions nucléaires. Le projet Orion proposait de construire un vaisseau qui chevaucherait une série de détonations nucléaires vers l'espace. Le design incluait une énorme plaque de poussée arrière, plate et massive, avec d'immenses amortisseurs mécaniques devant elle. De petites bombes nucléaires seraient libérées les unes après les autres et exploseraient à la bonne distance. Chaque explosion frapperait la plaque avec une onde de choc gigantesque, et les amortisseurs adouciraient l'impact en transformant chaque détonation en mouvement vers l'avant. Des scientifiques et ingénieurs de grand prestige travaillèrent sérieusement sur le projet commencé en 1958 sous la direction du physicien Freeman Dyson et de l'ingénieur Ted Taylor. Ils cherchaient à se libérer des limites fondamentales de la propulsion chimique, et les chiffres étaient stupéfiants. Un vaisseau Orion bien conçu, propulsé par des centaines ou des milliers de petites bombes nucléaires, pourrait atteindre des vitesses que les fusées chimiques ne pouvaient qu'imaginer. Certains modèles évoquaient 3, 5, voire 10% de la vitesse de la lumière, des vitesses qui rendraient les voyages interstellaires au moins concevables. Un voyage vers un autre système stellaire exigerait encore des décennies, mais plus des siècles. La clé résidait dans l'impulsion spécifique, une mesure de la force obtenue par unité de carburant. Alors que les fusées chimiques offrent quelques centaines de secondes et les moteurs nucléaires thermiques quelques milliers, Orion promettait des dizaines de milliers de secondes, un bond gigantesque. De plus, le système évoluait bien avec la taille. Un Orion plus grand pouvait transporter davantage de bombes et générer plus de poussée, plus de masse, plus de blindage, plus d'équipage et plus de provisions. Plus il était grand, mieux il fonctionnait. On imagina même des versions colossales comme la Super Orion, un vaisseau de 4000 tonnes propulsé par des bombes à hydrogène, capable d'emmener des personnes jusqu'à Saturne en quelques mois ou vers les étoiles proches en quelques décennies. Dyson déclara un jour que si l'humanité construisait un engin capable d'atteindre Alpha Centauri en une vie humaine, il ressemblerait probablement à un Orion. Des tests à grande échelle furent réalisés. Bien que non nucléaires, utilisant des explosifs chimiques pour simuler l'onde de choc sur une plaque de poussée et modéliser la transmission des impacts à travers la structure. Une fréquence de détonation fut calculée, peut être une toutes les 1 ou 2 secondes, et des systèmes furent conçus pour les éjecter avec précision. Ce n'était pas simple, mais pas impossible non plus. Pourtant, au début des années 60, l'idée se heurta à la réalité politique. Le monde commença à comprendre les dangers des essais nucléaires, les retombées radioactives des explosions atmosphériques se répandaient à travers pays et océans, alimentant l'inquiétude publique face aux radiations et à leurs effets à long terme. En 1963, les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni signèrent le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires qui bannissait les explosions nucléaires dans l'atmosphère,
sous l'eau et dans l'espace. Cela rendit illégal le cœur même d'Orion, sa chaîne de détonation nucléaire. Il n'existait aucune manière simple d'éviter ce problème. Pour tester Orion sérieusement, il aurait fallu violer le traité ou agir en secret, et aucune de ces options n'était acceptable. Avec le temps, les financements disparurent, et le projet fut relégué au livre d'histoire, bien que l'idée de la propulsion nucléaire par impulsion ne disparaisse jamais totalement. En théorie, cela fonctionne. Rien dans les lois de la physique ne l'interdit, mais cela se heurte à la politique, à la sécurité et à la peur de l'opinion publique. Même si les traités changeaient, d'énormes défis techniques subsisteraient. Chaque impulsion nucléaire générerait un flash de particules de très haute énergie, capable d'endommager le vaisseau ou son électronique. L'onde de choc serait difficile à contrôler, et la longue chaîne d'explosions parfaitement synchronisée exigerait une précision extrême, sans compter les problèmes de stockage et de sécurité liés à des milliers de dispositifs nucléaires miniaturisés. Pourtant, Orion a démontré qu'il existe au moins en principe une manière de construire un vaisseau capable de quitter le système solaire au cours d'une seule vie humaine. Il ne dépendrait pas de fusées chimiques lentes ni de propulseurs électriques nécessitant des années pour accélérer, mais d'une puissance brute, d'une énergie violente sans filtre. Certains ont proposé des alternatives modernes, comme utiliser des bombes de fusion au lieu de fission ou construire Orion directement dans l'espace loin de la Terre. D'autres ont imaginé des designs comme Medusa, où une immense voile capturerait l'onde de choc en réduisant la tension sur la structure principale. Pour l'instant, ce ne sont que des idées. Aucun pays ne les développe réellement, mais la leçon d'Orion reste fondamentale, car elle montre l'immensité du gouffre entre ce que nous désirons et ce que nous pouvons réellement construire. Nous voulons atteindre les étoiles, mais nos outils restent faibles. Orion a offert pendant un bref instant quelque chose qui semblait tangible, une machine qui ne ramperait pas lentement dans l'espace, mais avancerait au rythme explosif de soleils artificiels. Les conséquences politiques du XXe siècle ont fermé la porte à Orion, peut être à juste titre, mais derrière cette porte demeure encore aujourd'hui le seul système de propulsion connu qui pourrait, avec les connaissances et les matériaux actuels, emmener un être humain vers une autre étoile. Dans les années 70, un petit groupe d'ingénieurs et de scientifiques britanniques, membres de la British Interplanetary Society, osa penser en grand sans fusée propre, sans grand laboratoire ni financement gouvernemental, seulement avec du temps, des calculatrices et une idée couvrant des années-lumière de distance. Ainsi naquit le projet Daedalus. Alors que la plupart des designs de vaisseaux s'arrêtaient à la Terre ou à la Lune, et que les plans les plus audacieux vers Mars semblaient encore dangereux, eux imaginèrent un vaisseau capable de voyager bien plus loin, vers l'espace interstellaire profond. Dédale regardait beaucoup plus loin, une sonde sans équipage qui aurait voyagé vers un autre système stellaire, en particulier vers l'étoile de Barnard, une naine rouge située à environ 6 années-lumière de la Terre, et que l'on soupçonnait à l'époque de pouvoir abriter une planète. Les ingénieurs ne concevaient pas quelque chose capable de voler avec la technologie des années 70. Leur objectif était de comprendre si le voyage interstellaire était possible en utilisant des technologies situées juste au-delà de l'horizon. Ils ont supposé que l'humanité maîtriserait tôt ou tard certains systèmes avancés et les ont pris comme point de départ. Le résultat fut l'une des tentatives les plus sérieuses et détaillées jamais réalisées pour tracer un plan crédible d'un vaisseau interstellaire. Le vaisseau Dédale était gigantesque. Il aurait mesuré plus de 190 mètres de long et pesé environ 54 000 tonnes au moment du lancement, la majeure partie de cette masse étant constituée de carburant. Il n'aurait utilisé ni fusée chimique ni fission nucléaire comme Orion, mais la fusion nucléaire, la même réaction qui alimente le Soleil. L'idée consistait à employer des pellets de deutérium et d'hélium, 3 comprimés au moyen de puissants faisceaux d'électrons pour provoquer de petites explosions de fusion. Chaque explosion générerait une impulsion d'énergie canalisée par une tuyère magnétique afin de produire de la poussée. Contrairement à Orion, Dédale ne nécessitait pas une série de bombes réelles. C'était un système plus raffiné, mais aussi beaucoup plus délicat. La fusion est extrêmement difficile à contrôler.
Elle exige une synchronisation parfaite, d'énormes quantités d'énergie et un équilibre incroyablement précis. De plus, l'hélium-3, l'un des 2 combustibles nécessaires, est extraordinairement rare sur Terre. L'équipe a supposé qu'il devrait être extrait des atmosphères de Jupiter ou d'autres géantes gazeuses. Dédale fut conçu comme un vaisseau à 2 étages. Le premier étage fonctionnerait pendant un peu plus de 2 ans, accélérant la sonde jusqu'à environ 7% de la vitesse de la lumière. Une fois le carburant épuisé, le premier étage se séparerait et le second allumerait ses moteurs pendant encore une année, amenant le vaisseau à une vitesse de croisière proche de 12% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, la sonde atteindrait l'étoile de Barnard en environ 50 ans, bien qu'il s'agisse toujours d'un voyage sans retour et sans équipage. Aucun plan n'existait pour l'arrêter ni méthode pour la freiner. Une fois lancée, elle traverserait l'espace à une vitesse stupéfiante pendant des décennies, prendrait des images et recueillerait des données en traversant le système cible, puis se perdrait lentement dans l'obscurité. Sans récupération, sans retour, seulement une brève fenêtre d'information envoyée à travers des années-lumière, puis le silence. À bien des égards, le projet Dédale était l'opposé d'Orion. Orion était brutal, massif et pensé pour transporter des êtres humains, tandis que Dédale était élégant, rapide et entièrement robotique. Orion dépendait de la force brute des explosions. Dédale tentait une approche plus sophistiquée aux moyens de réaction de fusion contrôlée, chacune capable de libérer une énergie dirigée avec une précision microscopique. Aucun des 2 vaisseaux ne fut construit. Ils demeurent comme des études d'ingénierie détaillées, réfléchies et audacieuses, mais finalement seulement des idées sur le papier. L'une des raisons fut le coût. Une mission Dédale aurait été immense non seulement en taille, mais aussi en argent, en logistique et en temps. Elle aurait nécessité des réacteurs de fusion, des opérations d'extraction d'hélium-3 dans les géantes gazeuses, la fabrication de pellets de carburant avec une précision extrême et des systèmes de communication de l'espace profond capables de transmettre des signaux depuis 6 années-lumière de distance. Une autre raison est que nous n'avons toujours pas réussi la fusion contrôlée sur Terre, encore moins à bord d'un vaisseau spatial. La fusion est une promesse depuis des décennies, mais la maintenir stable et continue s'est révélée extraordinairement difficile. Même si Dédale avait fonctionné, il n'aurait transmis des données que pendant quelques années, un instantané fugitif d'un système stellaire lointain, un message bref envoyé par une sonde que personne ne pourrait jamais atteindre ni réparer. À une époque de budget serré et d'attentes immédiates, il est difficile de convaincre gouvernements ou entreprises de financer quelque chose dont les résultats pourraient arriver dans un demi-siècle. Malgré cela, Dédale a marqué un point de référence. Dans les années suivantes, le même groupe est revenu avec un nouveau projet, Iker, une version actualisée basée sur des matériaux plus modernes et des modèles physiques plus précis. D'autres équipes ont repris l'idée avec des concepts comme Breakthrough Starshot, qui, bien qu'utilisant des technologies différentes, cherchent à envoyer de minuscules sondes propulsées par laser vers Alpha Centauri à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Mais Dédale reste l'une des cartes conceptuelles les plus claires jamais créées pour un véritable vol interstellaire. Un vaisseau construit dans l'espace, propulsé par la fusion et lancé à grande vitesse vers le vide entre les étoiles. Non pas pour coloniser, mais simplement pour aller, voir et comprendre. Le dilemme de la propulsion nucléaire thermique naît de ce même désir d'avancer. La propulsion nucléaire thermique, ou NTP, est étudiée depuis les premières années de l'ère spatiale. Le concept est relativement simple. Un réacteur nucléaire chauffe de l'hydrogène liquide à des milliers de degrés et l'expulse à travers une tuyère pour générer de la poussée. Contrairement aux fusées chimiques, qui dépendent de réactions de combustion, les moteurs NTP utilisent la fission pour produire une chaleur intense transférée directement au propulseur. Cette configuration offre une impulsion spécifique bien plus élevée, presque le double de celle d'une fusée chimique. Pour des missions au-delà de l'orbite terrestre, notamment vers Mars ou les régions extérieures du système solaire, cette efficacité supplémentaire pourrait faire une énorme différence, réduisant les temps de voyage et permettant de transporter davantage de provisions. Contrairement aux fusées chimiques,
la NTP n'a pas besoin d'oxydant lourd. Et, contrairement à des idées futuristes comme la propulsion par fusion ou antimatière, les moteurs nucléaires thermiques ont déjà été construits et testés. Dans les années 60 et 70, sous des programmes comme NERVA de la NASA, de grands moteurs NTP ont été testés dans le désert du Nevada. Ils ont fonctionné, étaient puissants, efficaces et se situaient dans les objectifs prévus, voire au-delà. Les ingénieurs ont appris à gérer la chaleur, à construire des réacteurs et à protéger les systèmes. Sur le papier, nous étions prêts à voyager dans l'espace profond, mais les tests ont été arrêtés. Le climat politique a changé, les financements ont disparu et encore aujourd'hui, des décennies plus tard, la propulsion nucléaire thermique reste bloquée. Toute technologie nucléaire porte avec elle un poids important. L'idée de lancer depuis la Terre une fusée dotée d'un réacteur nucléaire actif provoque des craintes profondes. Un seul accident lors du lancement pourrait disperser du matériel radioactif sur une vaste région. Bien que des fusées chimiques aient aussi explosé et que certains satellites transportent déjà des sources radioactives, l'idée d'allumer un réacteur dans l'atmosphère est perçue comme une frontière dangereuse que beaucoup préfèrent ne pas franchir. Il existe également des problèmes juridiques. Le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967 impose des limites strictes aux matériaux nucléaires dans l'espace. Il n'interdit pas la propulsion nucléaire, mais exige des contrôles rigoureux, une coopération internationale, des vérifications techniques et des décisions politiques complexes. Dans un monde où l'espace devient de plus en plus compétitif, ces obstacles augmentent. Un vaisseau nucléaire pourrait être perçu à la fois comme un véhicule vers Mars et comme une arme potentielle. Et cette ambiguïté génère de la méfiance. Puis il y a le coût. Construire un moteur nucléaire implique l'utilisation d'uranium enrichi, de blindage lourd, de matériaux spéciaux, d'une fabrication de haute précision et de vérification constante. Peu d'endroits sur Terre sont capables de le faire, et encore moins disposent de la volonté politique nécessaire pour le soutenir. Pourtant, les avantages restent énormes. Un moteur NTP n'a pas besoin de carburants exotiques ni de découvertes révolutionnaires. Il repose sur la chaleur et l'hydrogène. Les designs sont robustes, la poussée est constante et suffisamment forte pour transporter des charges importantes. Pour une mission habitée vers Mars, la NTP pourrait réduire le temps de voyage de plusieurs mois, ce qui changerait complètement la viabilité des missions humaines. La NASA n'a pas abandonné l'idée, et ces dernières années, elle a relancé des recherches en collaboration avec le département de l'énergie. De nouveaux matériaux sont développés, des combustibles plus sûrs et des systèmes modernes de contrôle des réacteurs. Certains designs utilisent de l'uranium faiblement enrichi pour réduire les risques de prolifération. D'autres emploient des structures plus légères et résistantes aux hautes températures. Même des entreprises privées imaginent des remorqueurs spatiaux nucléaires, des transports interplanétaires et des bases lunaires soutenues par des véhicules à propulsion nucléaire. Pourtant, le progrès reste lent, le poids réglementaire est immense, et chaque étape doit être justifiée auprès des responsables politiques, de l'opinion publique et de la communauté internationale. La vérité est que nous possédons une technologie capable de rendre les voyages spatiaux beaucoup plus efficaces. Mais nous choisissons de ne pas l'utiliser parce que nous ne savons pas encore comment gérer ces risques, réels ou perçus. Nous ne sommes pas arrêtés par la science, mais par la confiance. Confiance dans la technologie, confiance les uns envers les autres, et confiance dans notre capacité à lancer quelque chose de puissant sans le transformer en danger. Si la propulsion nucléaire thermique obtenait enfin sa chance, elle pourrait ouvrir la porte à une véritable exploration du système solaire, non seulement par des robots, mais aussi par des êtres humains, devenant le pont entre ce que nous rêvons et ce que nous pouvons réellement faire. Mais tant que nous n'affronterons pas les peurs, les lois et les coûts, elle restera une idée puissante sans direction claire. Les longs voyages posent aussi le défi du corps humain lui-même. Si les distances interstellaires sont immenses et les trajets durent des décennies, une solution possible serait simplement de dormir pendant ceux-ci.
C'est ainsi qu'est née l'idée de l'hibernation humaine, ou, plus précisément, d'induire de manière contrôlée un état prolongé d'inactivité chez les astronautes, où les besoins physiologiques diminuent, le métabolisme ralentit et le temps semble passer en silence. Dans le monde animal, l'hibernation est un phénomène bien connu. Ours, écureuils et même certains oiseaux et reptiles entrent dans un sommeil profond lorsque les conditions deviennent défavorables. Durant ces états, la température corporelle baisse, la respiration devient lente et l'animal survit grâce aux réserves de graisse accumulées. Le rythme cardiaque peut tomber à quelques battements par minute et la température interne de certains petits mammifères peut descendre à peine au-dessus du point de congélation. Ces créatures survivent des semaines ou des mois avant de se réveiller et de reprendre une vie normale. Les êtres humains ne possèdent pas de mécanisme naturel d'hibernation, mais les chercheurs explorent des moyens de l'imiter, étudiant souvent les animaux comme modèles. Une approche se concentre sur le torpeur, un état temporaire d'activité réduite et de métabolisme lent, semblable à une hibernation brève. Les scientifiques pensent que si cet état pouvait être induit en toute sécurité chez l'humain, les besoins physiques des missions spatiales de longue durée seraient considérablement réduits. Certains progrès existent déjà en laboratoire. La médecine utilise des techniques rappelant certains aspects de ce processus. Par exemple, l'hypothermie thérapeutique est utilisée lors de certaines chirurgies ou après un arrêt cardiaque. En refroidissant le corps, l'activité cérébrale ralentit et le risque de dommages diminue lorsque l'oxygène manque. Les patients peuvent être maintenus à basse température pendant des heures, parfois 1 ou 2 jours, avec un métabolisme réduit. Mais ce n'est pas une véritable hibernation, seulement une mesure d'urgence soigneusement contrôlée. Une hibernation réelle devrait durer beaucoup plus longtemps, des mois voire des années. Et personne n'a encore réussi à induire un état prolongé de torpeur chez une personne en bonne santé. Les risques sont nombreux. Les muscles et les os s'affaiblissent rapidement faute d'utilisation. Le flux sanguin devient difficile à réguler et les organes nécessitent une surveillance constante. Même retourner le corps pour éviter les escarres devient un défi. Une personne endormie a toujours besoin de nutriments, d'eau, d'oxygène et d'éliminer des déchets. Ces besoins ne disparaissent pas, ils ralentissent seulement. Une ligne de recherche étudie l'usage de médicaments qui imitent la torpeur chez les animaux. Certains composés, comme le sulfure d'hydrogène, ont montré dans des études sur des souris la capacité de réduire le métabolisme en diminuant la consommation d'oxygène. D'autres agissent sur des neurotransmetteurs liés au sommeil et au métabolisme, mais jusqu'à présent, aucun médicament n'a réussi à induire une torpeur stable et durable chez l'humain. Il existe aussi l'idée de chambres spécialisées, des environnements où température, oxygène et pression sont contrôlés avec précision pour guider le corps vers et hors d'un état suspendu. Ces structures ressembleraient à des lits médicaux avancés, avec surveillance constante, système d'alimentation automatisé et assistance robotique. L'objectif serait de maintenir les astronautes en vie avec une activité minimale. Ils ne seraient pas inconscients au sens traditionnel, mais profondément supprimés dans toutes leurs fonctions. Leur cerveau resterait intact mais peu actif, leur cœur battrait plus lentement et leur corps consommerait moins d'énergie, produirait moins de déchets et nécessiterait moins d'espace. C'est un équilibre extrêmement délicat. Aller trop loin implique un risque de défaillance organique. Ne pas aller assez loin supprime les bénéfices. Gérer la température corporelle, surtout dans l'espace, introduit des difficultés supplémentaires, car refroidir le corps en toute sécurité exige non seulement de diminuer la température externe, mais aussi de refroidir uniformément l'intérieur sans provoquer de choc. Chez les animaux, c'est un processus naturel, mais chez l'humain, il devrait être contrôlé minute par la technologie. Même si la partie biologique était résolue, des problèmes pratiques subsisteraient. La microgravité provoque une atrophie musculaire et une perte de masse osseuse. Et un astronaute en torpeur ne pourrait pas faire d'exercice pour la contrer. La redistribution des fluides corporels augmente le risque de thrombose et de problèmes oculaires,
de sorte que des contre-mesures comme des combinaisons de compression ou une gravité artificielle devraient fonctionner même durant la suspension. Chez les animaux, le réveil demande du temps. Ils tremblent, bougent lentement et leurs organes se réchauffent progressivement. Chez l'humain, réchauffer un corps froid sans l'endommager serait complexe et nécessiterait des systèmes de chauffage, des nutriments et une surveillance constante. Toute défaillance pendant le voyage, un dysfonctionnement empêchant de réveiller un membre d'équipage ou l'ensemble du groupe, pourrait signifier la perte complète de la mission. Ce concept est très différent de la cryogénie, l'idée de congeler complètement un être humain, quelque chose qui appartient encore davantage au domaine de la spéculation qu'à celui de la science appliquée. Quando el agua se congela forma cristal que destruyen la célula. Certains laboratoires utilisent des cryoprotecteurs pour éviter cela, mais à des doses réelles, ils deviennent toxiques. Aucun mammifère n'a été congelé puis ramené à la vie avec succès. Des grenouilles et des insectes, oui, parce qu'ils ont développé des défenses biologiques au cours de l'évolution. Mais les êtres humains, non. Le torpeur est également différent du sommeil artificiel ou de l'anesthésie, où le métabolisme reste relativement normal. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Le torpeur n'est pas impossible. La biologie existe dans la nature, et la technologie existe en médecine. Ce qui manque, c'est une méthode fiable, stable et sûre pour l'appliquer à long terme chez des êtres humains dans l'espace. Personne ne doute que ce serait révolutionnaire pour des missions vers Mars ou vers les planètes extérieures. En réduisant les charges, la consommation énergétique et le stress psychologique. Pour des missions interstellaires, cela pourrait devenir le seul moyen réellement viable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore prêt. La recherche continue. La science-fiction imagine des équipages dormant pendant des siècles. Mais le corps humain, pour l'instant, demande quelque chose de beaucoup plus simple. Manger, respirer, bouger et rester éveillé. Le voyage générationnel apparaît alors comme une autre possibilité. Un monde entier enfermé à l'intérieur d'un tube métallique. Alpha Centauri, l'étoile la plus proche, se trouve à un peu plus de 4 années-lumière, environ 25 billions de miles, 160 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Avec les vaisseaux actuels, nous mettrions des dizaines de milliers d'années pour y arriver, même en optimisant au maximum nos meilleures fusées chimiques. Le trajet exigerait des millénaires, et cela oblige à envisager de nouvelles idées. L'une des plus prometteuses est la voile solaire, qui fonctionne davantage comme un bateau que comme une fusée. Elle possède une surface large, mince et réfléchissante, qui capture les photons du Soleil. Bien que les photons n'aient pas de masse, ils possèdent une quantité de mouvement, et avec le temps, cette pression s'accumule lentement mais continuellement, accélérant la voile sans nécessité de carburant. C'est la lumière solaire qui effectue tout le travail. Des missions comme la sonde japonaise Ikaros ont démontré que le concept fonctionne. Mais pour qu'il soit utile dans des voyages interstellaires, la voile devrait être considérablement agrandie avec des dimensions comparables à des terrains de football ou même supérieures, tandis que la charge utile serait réduite à la taille d'une boîte à chaussures. Plus de surface et moins de masse signifie plus de vitesse. Il existe aussi le concept d'utiliser des lasers depuis la Terre pour pousser ces voiles au lieu de dépendre uniquement de la lumière solaire. C'est l'idée derrière Breakthrough Starshot, qui cherche à envoyer de minuscules sondes de quelques grammes vers Alpha Centauri. Le plan propose d'utiliser de puissants lasers terrestres pour propulser une voile jusqu'à atteindre 20% de la vitesse de la lumière, réduisant le voyage à un peu plus de 20 ans. Cependant, pour l'instant, cela reste théorique. Une matrice laser de ce type n'existe pas encore, et il existe d'énormes défis techniques pour maintenir le faisceau aligné sur des millions de kilomètres et garantir que la voile ne se brise pas. Même si cela fonctionnait, la charge utile serait extrêmement limitée. Seulement une microcaméra, quelques capteurs et une petite source d'énergie, sans possibilité de transporter des personnes ni des modules robotiques traditionnels d'atterrissage. Les voiles solaires plus réalistes, construites avec des matériaux actuels et propulsées uniquement par la lumière du soleil, n'atteindrait pas des vitesses aussi extrêmes.
Les estimations les plus optimistes parlent de quelques centaines de kilomètres par seconde, beaucoup plus rapide que les fusées chimiques, mais encore une fraction minuscule de la vitesse de la lumière. Cela réduirait le temps de voyage vers Alpha Centauri d'environ 70 000 ans à peu, être 5 000 ou 10 000 ans. Une avancée remarquable, mais encore très au-delà de la durée d'une vie humaine, ce qui impliquerait une mission couvrant des dizaines, voire des centaines de générations. Cela signifie qu'un voyage vers une autre étoile ne serait pas un voyage individuel, mais une mission commencée en sachant que personne vivant aujourd'hui ne verra sa fin. Le vaisseau devrait fonctionner de manière autonome pendant des milliers d'années, alimenté par de petites batteries nucléaires ou par une future source d'énergie encore inconnue. Son logiciel devrait survivre aux pannes, à la radiation et à la poussière cosmique. Ses antennes devraient rester orientées avec précision vers la Terre à travers des milliers de billions de kilomètres pour renvoyer des signaux, et la Terre elle-même devrait continuer d'écouter peu, être des siècles dans le futur si le voyage dure 10 000 ans ou plus. Toute mission serait alors robotique ou générationnelle. Soit nous envoyons des machines qui durent plus longtemps que les civilisations, soit nous envoyons des personnes qui vivent et meurent durant le trajet, en transmettant la mission à leurs descendants. Les vaisseaux générationnels sont une idée courante dans la science-fiction, mais leur réalité serait bien plus complexe. Le coût psychologique d'un voyage éternel avec un équipage réduit serait énorme. Même lors des missions actuelles à bord de la Station spatiale internationale, où les séjours durent seulement 6 mois, les astronautes subissent une pression mentale considérable. Ils sont déconnectés des rythmes naturels de la Terre. L'environnement social est limité et de petites gènes peuvent s'amplifier avec le temps. Dans un voyage pouvant durer des milliers d'années, cet isolement deviendrait quelque chose de beaucoup plus radical. Pour un petit équipage, l'idée de rentrer à la maison disparaîtrait complètement. La Terre, telle qu'ils la connaissent, aurait cessé d'exister bien avant la moitié du trajet. Ils voleraient vers un futur dans lequel aucune partie de leur monde d'origine ne serait reconnaissable. Sans contact extérieur significatif, cet équipage deviendrait un système social, émotionnel et culturel entièrement fermé. Les messages depuis la Terre arriveraient avec des délais de plus en plus longs et finiraient par perdre tout leur sens. Une seule transmission radio mettrait plus de 4 ans à atteindre même les systèmes stellaires les plus proches. Après quelques siècles, l'équipage recevrait des messages d'une planète et d'une société qu'il ne pourrait plus comprendre ni ressentir comme les siens, jusqu'à ce qu'ils cessent finalement d'arriver complètement. Que signifie pour un esprit humain évoluer pour vivre en groupe sur une planète en constante transformation sous un ciel ouvert, être confiné dans un cylindre métallique dérivant dans l'obscurité, accompagné seulement par le bourdonnement des machines et les mêmes voix encore et encore? Des chercheurs étudiant les environnements confinés ont analysé des analogies terrestres comme les bases antarctiques, les sous-marins et les stations polaires. Ces situations montrent que l'isolement prolongé provoque souvent des symptômes tels que la dépression, des troubles du sommeil, une irritabilité accrue et un émoussement émotionnel progressif. Même avec des systèmes de loisirs et une bonne communication, les personnes ont tendance à se replier sur elles-mêmes, le temps perd sa structure, les événements deviennent répétitifs et la santé mentale devient fragile. Pour un équipage spatial engagé dans une mission de plusieurs siècles, ces effets pourraient s'amplifier de manière inédite. L'automatisation pourrait alléger la charge de travail, mais aussi réduire la stimulation. Un vaisseau volant presque de façon autonome peut sembler plus sûr, mais pour les humains à bord, l'ennui devient un danger silencieux. Avec peu de stimuli et peu de surprises, l'esprit peut se tourner vers lui-même. Le confinement prolongé peut provoquer ce que les psychologues appellent la monotonie sensorielle, où le manque de nouveaux stimuli commence à affecter la cognition, l'humeur et même la mémoire. Il existe aussi un autre type de mission, le vaisseau générationnel. Au lieu d'un petit équipage condamné à supporter un voyage interminable, on enverrait un grand nombre de personnes dans un trajet à sens unique, où eux et leurs descendants vivraient, se reproduiraient et mourraient à bord pendant des centaines de générations. Ce modèle, souvent imaginé comme un immense habitat rotatif avec un écosystème fermé, élimine la nécessité d'animation suspendue
ou de siècles d'attente passive, acceptant simplement que l'équipage original ne verra jamais la destination. D'une certaine manière, le vaisseau générationnel est plus réaliste d'un point de vue culturel, parce que ceux qui sont à bord ne seraient pas en train d'attendre, ils seraient en train de vivre. Le vaisseau deviendrait leur monde, avec des écoles, des familles, des traditions et au fil du temps des systèmes sociaux complets développés de manière indépendante. Mais cela introduit de nouveaux problèmes. Que devient l'identité dans un tel vaisseau? La première génération sait qu'elle vient de la Terre. Peut être la deuxième et la troisième grandissent aussi avec ce souvenir. Mais après quelques siècles, la Terre devient une abstraction, un mythe, un lieu dans des livres d'histoire ou des archives numériques. Les personnes nées à bord ne se sentiront pas passagères, mais citoyennes d'un monde scellé. La destination, Alpha Centauri ou Proxima b, ne sera qu'une autre histoire transmise de génération en génération. Si tout se passe bien, leurs descendants arriveront. Mais pour ceux qui vivent au milieu du voyage, le vaisseau sera tout ce qui existe. Cette longue période intermédiaire présente des risques uniques. La motivation peut s'éteindre, la dérive culturelle peut conduire à l'apathie ou même à une opposition ouverte à la mission. Au fil des générations, les systèmes de croyances peuvent changer. Certaines factions pourraient vouloir inverser la trajectoire ou abandonner l'objectif, décidant de rester pour toujours dans l'espace profond. Les instructions originales de la Terre pourraient être réinterprétées comme de vieilles légendes. Maintenir un équipage émotionnellement et socialement aligné pendant des millénaires pourrait nécessiter des formes d'ingénierie culturelle que nous n'avons jamais tentées. Une stratégie possible serait d'institutionnaliser la mission, de la transformer en une sorte de religion ou d'idéologie commune, où des rituels, des symboles et des mythes d'origine maintiendraient vivant le sens de la destination au fil des siècles. Mais cela comporte aussi des risques. Les systèmes de croyances peuvent évoluer de manière imprévisible, devenir rigides, exclusifs ou oppressifs, ou se fragmenter en différentes interprétations. Des scissions et des conflits politiques au sein d'un écosystème fermé pourraient déstabiliser la vie à bord et provoquer des disputes pour les ressources, des crises d'autorité ou même de la violence. Un autre défi fondamental est la stabilité démographique. Dans un vaisseau destiné à fonctionner pendant des milliers d'années, de petites variations dans la natalité, la mortalité ou la qualité des soins médicaux peuvent produire de grandes oscillations avec le temps. La surpopulation épuise les ressources, tandis qu'une population trop réduite peut provoquer des goulets d'étranglement génétique ou un manque de main-d'œuvre. Le bien-être psychologique est étroitement lié à ces pressions. Une société vivant dans la rareté tend à devenir plus anxieuse, plus aversive aux risques et parfois agressive. Une société trop confortable peut tomber dans la complaisance et perdre le sens du but. Un vaisseau avec une population fixe et un patrimoine génétique limité doit gérer soigneusement la reproduction. Qui peut avoir des enfants, quand et dans quelles conditions? Qui prend ces décisions lorsque les désirs individuels entrent en conflit avec les besoins collectifs? Ces questions, si elles ne sont pas abordées, pourraient déchirer la société de l'intérieur. Les relations humaines sont déjà complexes même sur Terre, où existe l'espace, l'intimité et la possibilité de s'éloigner temporairement des conflits. Les conflits sont inévitables dans un vaisseau générationnel où l'intimité est réduite au minimum et où l'environnement social est strictement limité. La jalousie, les exclusions et les dynamiques de pouvoir pourraient prendre des formes nouvelles sous des pressions aussi constantes. Chaque génération doit apprendre non seulement comment fonctionne le vaisseau, mais aussi pourquoi il existe. Des compétences techniques sont nécessaires, bien sûr, mais aussi l'histoire, les valeurs et la fragile vérité qu'ils font partie d'un pont et non d'une destination finale. Et cette éducation doit rester adaptable. Au fil des siècles, la technologie du vaisseau pourrait évoluer grâce à des réparations, des remplacements ou des innovations. Les valeurs culturelles pourraient changer, même la langue pourrait se transformer et maintenir la cohésion sociale, tout en permettant la croissance et le changement, constitue un équilibre que très peu de sociétés ont réussi à soutenir sur de longues périodes.
Il existe aussi la question du deuil, non seulement personnel mais aussi culturel. La population d'une mission qui dure 10 000 ans fait ses adieux à la Terre d'une manière profonde et définitive. Pour les premières générations, la nostalgie du monde laissé derrière pourrait persister. Pour les suivantes, un sentiment de perte lié aux origines pourrait apparaître ou même une confusion quant à ce que ces origines signifiaient réellement. Pour les dernières générations, atteindre la destination pourrait ressembler à l'arrivée dans un lieu auquel elles n'ont jamais eu le sentiment d'appartenir. Maintenir la résilience psychologique au cours d'un tel voyage représente un défi immense. Les êtres humains ont besoin d'histoire, d'objectifs et d'identité pour avancer, et une mission de 10 000 ans pousse tout cela à l'extrême. Que l'équipage soit composé de 20 personnes ou de 20 000, les risques psychologiques sont profonds et peuvent être plus difficiles à concevoir que n'importe quel autre élément du voyage. Un écosystème scellé définit la biosphère d'un vaisseau stellaire, un vaisseau pensé pour des générations entières. Il s'agit d'un écosystème complet, une petite terre enfermée et isolée de toute aide extérieure. Le support vital en cycle fermé est le terme technique pour ce dont un tel vaisseau aurait besoin. Tout ce que les personnes mangent, boivent et respirent doit être réutilisé en permanence. Il n'existe aucun ravitaillement extérieur, aucune expédition avec des légumes frais, aucune décharge ni réseau d'égouts menant ailleurs. Sur Terre, la nature accomplit ce travail de manière invisible. Les plantes recyclent le dioxyde de carbone en oxygène, les micro-organismes transforment les déchets en nutriments, la pluie nettoie et filtre l'eau. Dans un vaisseau, chaque processus doit être conçu, contrôlé et entretenu pour fonctionner indéfiniment. La première grande tentative d'explorer ce principe sur Terre fut Biosphere 2. Au début des années 90, 8 personnes se sont enfermées dans une immense structure de verre dans le désert de l'Arizona. Elle contenait un mini-océan, une forêt tropicale, une savane et une ferme. L'objectif était de vivre entièrement à l'intérieur, en recyclant eau, air et nutriments sans aide extérieure, en créant un petit monde autosuffisant. Cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Après quelques mois, les niveaux d'oxygène ont commencé à chuter. Le dioxyde de carbone était absorbé par le ciment et cessait d'être disponible pour les plantes. La nourriture a commencé à manquer. L'équipage a perdu du poids et de l'énergie. Les tensions psychologiques ont augmenté et les conflits sont devenus fréquents. Certaines espèces, comme les fourmis et les cafards, ont prospéré, tandis que d'autres ont disparu. La mission a duré 2 ans, mais elle a révélé à quel point un système fermé peut être fragile, même lorsqu'il est soigneusement conçu. Dans un véritable vaisseau stellaire, il n'y a aucune marge pour des expériences ratées. L'oxygène doit être régénéré en permanence, le dioxyde de carbone éliminé, les aliments cultivés, récoltés puis réintroduits dans le cycle. Chaque être humain produit des déchets, et ces déchets doivent être transformés à nouveau en nutriments. Il n'existe aucun raccourci. Chaque goutte d'eau doit être récupérée et purifiée. Chaque calorie doit être comptabilisée. Cela implique de construire un système de support vital, non seulement fermé, mais stable et équilibré pendant des siècles. Même un petit déséquilibre peut produire d'énormes conséquences avec le temps. Trop d'azote ralentit la croissance des plantes. Trop peu d'oxygène rend les personnes malades. Un excès d'humidité favorise les bactéries et les champignons. Si une seule récolte échoue, tout le système alimentaire peut s'effondrer. Si une population microbienne se développe sans contrôle, elle peut contaminer l'eau. Et tout s'use. Les pompes fonctionnent, les filtres se bouchent, les tuyaux fuient, les systèmes électroniques se dégradent. Maintenir l'ensemble en fonctionnement exige des connaissances et des compétences transmises de génération en génération. Un tel vaisseau a besoin d'une culture qui valorise la maintenance, comprend la biologie et enseigne à chaque enfant comment fonctionne son monde. Car si une seule génération oublie, tout le système peut échouer. Il est impossible de stocker de la nourriture pour 1000 ans. Elle doit être cultivée en permanence. Cela implique des systèmes hydroponiques ou aéroponiques, des plantes cultivées dans l'eau ou dans une brume sous lumière artificielle. Cela signifie aussi
recycler les déchets humains comme fertilisants. Biologiquement, cela a du sens, mais culturellement, c'est complexe. Sur Terre, de nombreuses sociétés maintiennent des tabous autour des déchets. Dans un vaisseau stellaire, ces tabous devraient être repensés. Ce qui était autrefois considéré comme déchet devient une ressource. La protéine est particulièrement difficile à gérer. Le bétail traditionnel exige trop d'espace et de nourriture. Les insectes constituent une solution probable. Riches en protéines, ils grandissent rapidement et peuvent se nourrir de déchets organiques. Les algues représentent une autre possibilité. Elles poussent dans l'eau, absorbent le dioxyde de carbone et peuvent être transformées en nourriture ou en oxygène. Les champignons pourraient aussi jouer un rôle important en décomposant les déchets et en les transformant en biomasse comestible. Cependant, aucun de ces aliments ne ressemble ni ne goûte à ce à quoi les êtres humains sont habitués. L'équipage doit être culturellement préparé à accepter ce régime alimentaire et à transmettre cette acceptation à ses enfants. La gestion de la population est tout aussi cruciale. Dans un vaisseau scellé, si trop de personnes naissent trop rapidement, le système s'effondre. Si trop peu naissent, la population diminue et il peut manquer de main-d'œuvre pour entretenir le vaisseau. Cela exige un contrôle attentif de la fertilité, non seulement par la technologie, mais aussi par la culture. Certaines propositions envisagent des licences obligatoires pour avoir des enfants ou des quotas reproductifs. D'autres suggèrent des systèmes volontaires fondés sur l'éducation et les incitations. Une société élevée sur Terre pourrait résister à ces contrôles, mais une société née dans un vaisseau stellaire pourrait les considérer comme normaux, voire nécessaires. Dans une société fermée, les idées rebondissent, s'amplifient et se replient sur elles-mêmes. Un petit mythe peut devenir une croyance dominante. Une norme mineure peut se transformer en tabou rigide. Sans correction extérieure, les cultures peuvent dériver dans des directions imprévisibles. Ce n'est pas nécessairement négatif, mais cela introduit de l'instabilité. L'idée d'atteindre une autre planète pourrait devenir une légende, ou même être rejetée comme un mensonge. L'éducation constitue l'outil principal pour contrer cette dérive. Chaque génération doit comprendre d'où elle vient, pourquoi le vaisseau existe et quel est son but. Cela implique de créer des bibliothèques, de préserver la langue et de construire des institutions capables de s'adapter sans s'effondrer. Le divertissement est également essentiel. Les histoires, les jeux et l'art aident à transmettre la culture, à donner du sens, de la joie et du lien. Un vaisseau parfait d'un point de vue technique mais dépourvu de culture partagée serait une recette pour l'effondrement psychologique. La gestion des crises doit faire partie intégrante du design. Il y aura des accidents, des systèmes qui échouent, des personnes qui tombent malades. Le vaisseau a besoin non seulement de médecins et d'ingénieurs, mais aussi de médiateurs, de conseillers et de leaders. Des systèmes de justice, de résolution des conflits et de réparation sociale doivent exister. Un ressentiment non résolu peut se transformer en rancœur, et la rancœur à l'intérieur d'un système fermé est extrêmement dangereuse. C'est pourquoi certains chercheurs soutiennent que construire une société autosuffisante dans l'espace est moins une question de matériel que d'ingénierie sociale. La technologie doit fonctionner, bien sûr, mais les personnes doivent aussi croire en la mission, comprendre leur monde et se faire confiance. Elles doivent être capables de s'adapter sans paniquer, de changer sans s'effondrer et de rester unies sans aide extérieure. Combien d'êtres humains faut-il pour ensemencer une étoile ? Les êtres humains héritent de la moitié de leur matériel génétique de chaque parent. Une population trop petite commencera à montrer de graves problèmes génétiques. La consanguinité, lorsque des parents proches ont des enfants, augmente la probabilité que des troubles génétiques récessifs apparaissent chez la descendance. Au cours de l'histoire terrestre, les populations isolées ont été confrontées à ces difficultés. Les exemples les plus connus sont certaines familles royales qui se sont mariées entre elles pendant des générations, mais aussi des communautés isolées actuelles présentent des taux plus élevés de certaines maladies génétiques.
Ces cas réels ont aidé les scientifiques à modéliser combien de personnes seraient nécessaires pour maintenir une population saine au fil du temps. Les études de génétique des populations considèrent généralement 2 chiffres. La population recensée, c'est, dire combien de personnes sont physiquement présentes, et la population effective, qui mesure la quantité réelle de variations génétiques transmises. Dans un système fermé avec des options reproductives limitées, la population effective tend à diminuer avec les générations, même si la population totale reste stable, parce que les individus deviennent génétiquement plus similaires et la diversité cesse de se renouveler. Les modèles suggèrent que pour maintenir un patrimoine génétique sain pendant des siècles, il faudrait au moins plusieurs centaines de personnes. Certaines études placent le minimum entre 160 et 200 personnes dans des conditions extrêmement contrôlées, en supposant une planification reproductive parfaite et une sélection soigneuse des couples. Cependant, cela exige un contrôle génétique rigoureux, une technologie médicale avancée et une grande stabilité culturelle. D'autres modèles, notamment ceux qui supposent des conditions moins idéales, suggèrent qu'un équipage de 500 voire 1000 personnes serait beaucoup plus sûr à long terme. Cela garantirait une variation génétique suffisante pour survivre à des événements imprévus, des pertes ou des turbulences sociales. Pourtant, même 1000 personnes pourraient ne pas suffire, si l'objectif n'est pas seulement de survivre dans le vaisseau, mais de s'établir dans un nouveau monde. Lorsque les colons descendront du vaisseau, ils devront être en bonne santé, fertiles et culturellement cohérents pour affronter les défis d'une planète inconnue. Il faudra des médecins, des ingénieurs, des agriculteurs, des enseignants et des constructeurs. Ils devront fabriquer des outils, cultiver de la nourriture, élever leurs enfants et faire face à des problèmes imprévisibles. Tout cela exige de la redondance. On ne peut pas envoyer un seul médecin en espérant qu'il ne lui arrive jamais rien. Il faut des remplaçants, des personnes capables d'assumer des fonctions critiques si quelqu'un meurt ou devient incapable. Cela augmente encore le nombre minimum nécessaire. Certaines estimations suggèrent que 5000 personnes pourraient être le minimum pour une colonie véritablement autosuffisante, avec croissance naturelle, bonne santé et survie à long terme. Ces chiffres proviennent de simulations utilisées dans des domaines allant de la biologie de la conservation à la planification des missions spatiales. Les principes sont similaires à la gestion des espèces menacées. Plus la diversité génétique est grande, plus la population sera résiliente au fil du temps. Mais ici apparaît une tension évidente. La technologie moderne avance dans la direction opposée, vers la miniaturisation, l'automatisation et la réduction de la taille des équipages. Des projets comme Breakthrough Starshot imaginent de minuscules sondes voyageant vers Alpha Centauri sans êtres humains à bord. Dans le contexte de vaisseaux plus grands, certaines missions futures envisagent des robots assistants chargés de surveiller des embryons congelés ou des utérus artificiels. Si les êtres humains n'ont pas besoin de rester éveillés pendant le voyage, ou si la première génération peut se développer après l'arrivée, la taille initiale du vaisseau pourrait être réduite de manière drastique. C'est de là que naît l'idée d'une arche embryonnaire spatiale, un vaisseau qui ne transporte pas des adultes, mais le matériel génétique nécessaire pour les créer. Dans ce scénario, le vaisseau pourrait être petit et léger, utilisant l'automatisation et l'intelligence artificielle pour atterrir, construire des infrastructures et élever la première génération humaine au moyen de systèmes robotiques. Cela élimine la nécessité de maintenir des adultes en vie pendant des milliers d'années, mais dépend de niveaux de technologie et de fiabilité qui n'existent pas encore. Les utérus artificiels n'ont pas encore remplacé la grossesse réelle. L'éducation d'enfants par des robots n'a jamais été testée. Et la transmission culturelle, apprendre à un enfant à parler, à faire confiance et à coopérer, ne peut toujours pas être assurée par des machines. La recherche sur les utérus artificiels progresse lentement. La conservation à long terme des embryons et la cryopréservation s'améliorent avec le temps. Mais même si ces technologies devenaient viables, elles n'élimineraient pas la nécessité de diversité génétique, elles la rendraient encore plus importante. Une petite colonie formée de quelques centaines d'embryons
pourrait ne pas posséder la variabilité nécessaire pour résister aux maladies, s'adapter à de nouveaux environnements ou éviter des défauts à long terme. C'est pourquoi même une population initiale minimale devrait représenter la diversité génétique d'une population beaucoup plus vaste, ce qui exigerait probablement de sélectionner des embryons provenant de milliers de donneurs différents. Certains scénarios combinent les deux approches. Envoyer un petit équipage humain accompagné d'une vaste archive génétique. L'équipage élèverait la première génération comme parents et enseignants, et à mesure que la colonie grandirait, de nouveaux embryons pourraient être activés pour augmenter la diversité sans avoir besoin de transporter tout le monde dans un seul vaisseau. Ce modèle exige toujours des taux de survie élevés, un leadership solide et un système médical fiable. Si les premières générations échouent, toute la mission est perdue. Un facteur souvent sous-estimé est la diversité sociale. Les personnes ont besoin d'idées différentes, de personnalités variées et de compétences multiples. Une société composée d'une seule origine culturelle peut développer des angles morts dangereux. Une communauté sans artistes ou sans historiens perdrait des connaissances fondamentales. La diversité n'est pas seulement biologique, elle est aussi psychologique, intellectuelle et émotionnelle. Elle aide les sociétés à s'adapter, à résoudre des problèmes et à éviter la stagnation culturelle. En même temps, la diversité génère aussi des frictions, des valeurs différentes, des objectifs différents et des personnalités différentes peuvent provoquer des conflits. Dans un vaisseau scellé ou dans une petite colonie sur un autre monde, ces conflits pourraient devenir mortels. C'est pourquoi la sélection des équipages de vaisseaux stellaires devrait se concentrer non seulement sur la génétique ou l'intelligence, mais aussi sur la compatibilité, la coopération et la résilience émotionnelle. Les personnes choisies doivent être capables de vivre et de travailler ensemble pendant des générations. Un équipage de 500 individus pourrait posséder suffisamment de variabilité génétique pour éviter la consanguinité. Mais s'il n'arrive pas à s'accorder sur les règles, s'il se divise en factions ou s'il oublie sa mission, les chiffres ne serviront à rien. Le paradoxe d'envoyer des enfants explorer se trouve au cœur de ce débat. Dans l'exploration traditionnelle, il existe un choix. Les personnes qui gravissent des montagnes ou traversent des océans le font volontairement, évaluent les risques, se préparent aux difficultés et partent parce qu'elles le souhaitent. Ce sentiment de choix définit ce que nous considérons comme héroïque ou pionnier. Mais dans un vaisseau générationnel, les personnes qui accompliraient le travail réel y naîtraient. Elles n'auraient ni voix, ni possibilité de choisir de partir ou non. Elles existeraient simplement dans un vaisseau où elles n'ont jamais décidé d'être, poursuivant une mission conçue par des individus morts depuis des siècles. Certains défenseurs du concept affirment que ce n'est pas si différent de la vie sur Terre. Personne ne choisit de naître. Les enfants de villages isolés ou de quartiers difficiles ne choisissent pas leur environnement. Partout, les personnes sont façonnées par le lieu où elles vivent et par ce qui s'est produit avant elles. Cependant, la différence avec un vaisseau générationnel est que les restrictions seraient absolues. On ne peut pas partir, on ne peut pas émigrer, on ne peut pas commencer une nouvelle vie ailleurs. Tout l'univers est le vaisseau, et chaque choix a déjà été façonné par des ingénieurs, des planificateurs et des psychologues que personne ne rencontrera jamais. Cela crée une forme de confinement social sans équivalent sur Terre. D'autres soutiennent que si le vaisseau est suffisamment bien conçu, si la vie à bord est riche, stable et pleine d'opportunités, alors l'absence de choix pourrait ne pas être ressentie comme un fardeau. Les enfants élevés dans ce vaisseau le considéreraient comme quelque chose de normal. Peu, être, ne ressentiraient-ils aucune nostalgie pour la Terre parce qu'ils ne l'auraient jamais connue. Si un fort sens du but leur est transmis, ils pourraient même se sentir fiers de faire partie d'une grande mission. Tout dépendra des attitudes et des comportements de l'équipage fondateur. Si la première génération crée une culture positive et inclusive, avec une bonne éducation et un profond respect pour la mission, leurs descendants pourraient adopter ce rôle. Mais si les premières années sont marquées par des difficultés, des divisions ou des dysfonctionnements, ces schémas pourraient se répéter. Les enfants qui grandissent dans une société tendue, excessivement contrôlés ou pessimistes, pourraient se retourner contre la mission. Ils pourraient la voir
non comme une cause noble, mais comme une condamnation, un destin imposé par des inconnus. Certains spécialistes en éthique soutiennent que, même si la vie à bord est bonne, il reste problématique d'enchaîner des générations futures à un seul chemin, surtout si ce chemin mène à une planète qui pourrait ne même pas être habitable. Que se passerait-il si le vaisseau arrivait et ne trouvait que roches, glace ou radiation? Les descendants auraient vécu et seraient morts pour rien. De ce point de vue, le risque n'est pas seulement physique, mais aussi moral. On demande à des personnes futures de porter le poids d'un rêve sans garantie. Cela contraste avec les missions composées de volontaires adultes, où chaque membre accepte les risques, connaît les conditions et décide consciemment de partir. Le choix est essentiel. Même des missions sans retour vers Mars ont été discutées dans ces termes, avec des volontaires prêts à s'y installer et à mourir sur un autre monde. Ces missions ne suscitent pas les mêmes inquiétudes éthiques parce que la décision est volontaire. Celui qui explore sait ce qu'il fait. De là naît l'idée que les vaisseaux générationnels ne devraient pas être lancés pour l'instant. Certains proposent d'attendre que la propulsion devienne suffisamment rapide pour permettre aux êtres humains vivants de réaliser le voyage grâce à l'animation suspendue, à des moteurs plus avancés ou à de futurs progrès en physique. D'autres reviennent au modèle de l'arche embryonnaire sans équipage adulte, uniquement du matériel génétique, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Dans ce scénario, la première génération née dans le Nouveau Monde serait réellement la première à y vivre, et non la continuation forcée d'une chaîne humaine commencée des siècles auparavant. Mais même cette idée soulève de nouvelles questions inquiétantes. Si les enfants sont élevés par des machines sans adultes humains, s'agirait-il vraiment d'une amélioration ou simplement d'une autre forme d'incertitude radicale? Quel type de société naîtrait de quelque chose comme cela? Se sentiraient-ils humains ou commenceraient-ils à se percevoir comme quelque chose de différent? Toutes ces idées reviennent toujours au même problème. Pouvons-nous planifier éthiquement pour des personnes qui n'existent pas encore et qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes? Qui décide de la forme que doivent prendre les vies futures? Est-il acceptable de lier des générations entières à un voyage qu'elles n'ont jamais choisi au nom du progrès? Dans les récits, les vaisseaux générationnels se terminent souvent en tragédie. Révolte, mission oubliée, système au bord de l'effondrement. Parfois, le but original du vaisseau est complètement perdu. Ces histoires reflètent nos propres peurs et l'inquiétude que nous ressentons en imaginant un futur hors de notre contrôle. Pour certains, l'idée d'envoyer des enfants explorer l'espace est belle, une manière de poursuivre l'espèce, d'offrir un nouveau foyer à la vie. Pour d'autres, elle semble trop proche du contrôle, trop semblable à un destin imposé à ceux qui ne l'ont jamais demandé. Le rêve des étoiles, lorsqu'il s'étend sur des siècles, s'entrelace avec des décisions irréversibles. La frontière entre exploration et imposition devient difficile à distinguer. Et ainsi, même tandis que l'ingénierie progresse et que les simulations s'améliorent, la question demeure: devrions-nous le faire? La frontière ultime pose la question de l'exploration autonome et soulève des interrogations existentielles profondes. Les sondes autoréplicantes, parfois appelées sondes von Neumann, en hommage au mathématicien qui a formulé les principes des automates autoréplicants, sont imaginées comme l'outil ultime pour étendre la présence humaine, ou du moins notre ingénierie à travers la galaxie. Elles n'auraient pas besoin de revenir, ni de transporter la vie, ni de recevoir des instructions constantes par radio. Elles voyageraient simplement, atterriraient, construiraient et se copieraient encore et encore, limitées seulement par le temps et les ressources disponibles. L'idée centrale est simple. On lance une seule sonde vers un autre système stellaire. À son arrivée, elle cherche un astéroïde ou une petite lune riche en métaux et en matières premières. En utilisant des outils comme des bras miniers, des systèmes de raffinage et des usines automatisées, elle commence à démonter la roche, fondre les matériaux et fabriquer les composants nécessaires pour créer une seconde sonde identique à la première. Une fois prête, la nouvelle sonde part vers un autre système et le processus recommence. Chaque génération ajoute de nouvelles sondes
et le nombre total augmente de manière exponentielle. Ce type d'expansion, où 1 devient 2, 2 deviennent 4 et 4 deviennent 8, est incroyablement puissant. Même en commençant avec une seule machine, le nombre de copies pourrait atteindre des niveaux immenses en un temps étonnamment court. Si chaque sonde ne mettait que quelques décennies à voyager, atterrir, extraire des ressources et construire une autre unité, un réseau de ces machines pourrait s'étendre à des milliers de systèmes stellaires en seulement quelques millions d'années, ce qui est presque instantané à l'échelle cosmique. Construire des vaisseaux gigantesques pour traverser des distances interstellaires est coûteux, risqué et lent. En revanche, une petite sonde autoréplicante peut, être de la taille d'une voiture ou même d'une valise, pourrait se charger de cartographier et d'étudier la galaxie pour une fraction du coût. Si elles étaient suffisamment intelligentes, ces sondes pourraient collecter des données, chercher des planètes habitables, identifier des signes de vie et envoyer des informations chez elles. Elles pourraient aussi préparer le terrain pour l'arrivée future des êtres humains, en construisant des infrastructures à l'avance, comme des éclaireurs automatiques. En théorie, elles pourraient même s'adapter à ce qu'elles rencontrent. Si elles détectaient un monde à forte radiation, elles pourraient modifier leur design pour protéger la génération suivante de sondes. Si elles trouvaient des métaux sous des formes différentes, elles pourraient ajuster leur méthode de fusion. Conçues pour être flexibles, modulaires et mises à jour par logiciel, elles pourraient s'améliorer avec le temps, évoluant comme des outils qui apprennent en avançant. Mais cette idée comporte aussi des risques sérieux, surtout lorsque des machines sont conçues pour agir seules. Si une sonde tombe en panne ou si sa programmation est corrompue, elle pourrait commencer à se répliquer sans limite. Pire encore, elle pourrait commencer à extraire tout matériau qu'elle rencontre, pas seulement les astéroïdes désignés. Si une sonde atterrit sur une planète et commence à démonter sa surface pour fabriquer des copies, les conséquences pourraient être catastrophiques. Dans ce scénario, les machines ne reconnaîtraient ni limites ni dommages écologiques. Elles poursuivraient simplement leur objectif de réplication. De là naît le concept de Grey Goo, à l'origine associé à la nanotechnologie, qui décrit un scénario cauchemardesque dans lequel des machines autoréplicantes consomment tout ce qui les entoure, transformant l'univers en un nuage sans vie de mécanismes en mouvement perpétuel. Si une seule sonde défectueuse commençait à se répliquer de manière dangereuse et s'étendait vers d'autres systèmes, elle pourrait déclencher une réaction en chaîne. Une fois les copies produites et lancées, il pourrait ne plus exister aucun moyen de les récupérer. Si elles ne répondaient pas à des signaux externes ou ne possédaient pas de système d'arrêt intégré, leur expansion ne pourrait être stoppée que par des limites naturelles. Manque de matériaux, régions vides de l'espace profond ou collision avec des dangers imprévisibles. Sinon, elles pourraient continuer indéfiniment. Cela conduit à un problème philosophique encore plus profond. Si les sondes autoréplicantes sont un outil si évident et efficace, pourquoi ne les voyons-nous pas déjà? La galaxie a plus de 13 milliards d'années. Même si une seule civilisation avancée avait lancé des sondes autoréplicantes il y a 1 million d'années, elles auraient eu largement le temps d'atteindre chaque étoile. Pourtant, nous n'en voyons aucune preuve claire. Il n'existe aucune évidence convaincante de sondes extraterrestres dans notre système solaire, ni de signes de structures artificielles proches. Certains scientifiques relient cette absence à la paradoxe de Fermi, le mystère de savoir pourquoi l'univers semble si silencieux, malgré des probabilités qui suggèrent le contraire. Une possibilité est que les civilisations évitent l'usage de machines autoréplicantes parce que les risques sont trop élevés. La peur du Grey Goo pourrait être une préoccupation réelle pour toute espèce suffisamment avancée pour concevoir cette technologie. Si une civilisation l'essayait et en perdait le contrôle, les dommages pourraient être si importants que d'autres civilisations choisiraient d'interdire ce type de projet ou d'établir des règles strictes pour ne pas répéter l'erreur. Il est également possible que les sondes autoréplicantes nécessitent une supervision extrêmement attentive, avec des limitations internes et des garde-fous impossibles à manipuler qui empêchent leur croissance incontrôlée. Une autre possibilité est que nous ne cherchions tout simplement pas de la bonne manière. Une sonde autoréplicante n'a pas besoin d'être grande ni brillante.
Elle pourrait être aussi petite qu'un grille-pain, ou même moins. Elle pourrait atterrir sur un astéroïde et rester camouflée. Si son objectif est d'observer ou de rester caché, peut-être ne la détecterions-nous jamais. Certaines hypothèses suggèrent que des sondes extraterrestres pourraient déjà se trouver dans notre propre système solaire, dissimulées sur des lunes lointaines ou dans la ceinture d'astéroïdes, attendant en silence ou surveillant à distance sans que nous sachions quoi chercher. Peut-être même les avons-nous sous les yeux sans les reconnaître. Si un jour les êtres humains construisent des sondes autoréplicantes, le défi sera d'équilibrer pouvoir et responsabilité. D'un côté, ces machines pourraient cartographier la galaxie, préparer de nouveaux mondes et agir comme ambassadrices de la technologie terrestre. De l'autre, si une seule échappait au contrôle, les conséquences pourraient être irréversibles. Ce serait comme créer une nouvelle forme de vie mécanique et la libérer pour toujours. Les conceptions de ces sondes devront inclure des systèmes de sécurité stricts. Une possibilité serait de limiter le nombre de générations. Par exemple, après 5 cycles de réplication, les sondes s'éteindraient définitivement. Une autre idée serait d'incorporer des restrictions énergétiques, en les faisant fonctionner uniquement si elles reçoivent un signal codé depuis la Terre, assurant ainsi une supervision constante. Les versions les plus complexes pourraient inclure des modules éthiques d'intelligence artificielle, avec des comportements programmés empêchant la réplication si les conditions ne sont pas absolument sûres. Et alors surgit la question finale. Jusqu'à quel point voulons-nous réellement nous étendre? Envoyer des machines qui se multiplient sans cesse à travers toute la galaxie est un geste audacieux. Cela signifie vouloir tout toucher, tout voir, être même tout transformer. Mais la question reste la même qu'au début. Devons-nous le faire? Et s'il existait ailleurs une autre forme de vie? Et si certains mondes devaient rester intacts, loin de notre intervention? Peut-être que la technologie permettra cela un jour, mais l'éthique ne sera être jamais totalement prête. Une sonde autoréplicante est une graine. Une fois plantée, elle peut croître de manière que nous ne pourrons être ni prévoir, ni contrôler entièrement. Qu'elle nous mène vers les étoiles ou qu'elle devienne le commencement de quelque chose de différent dépendra de la façon dont nous la concevons, dont nous la libérons, et surtout du respect que nous avons envers le pouvoir que nous lui confions. Les premiers astronautes d'intelligence artificielle prennent déjà forme. Aujourd'hui, les robots que nous envoyons dans l'espace sont intelligents, mais encore limités. Les rovers martiens comme Curiosity ou Perseverance peuvent parcourir des terrains difficiles, forer des roches et prendre des photographies. Mais ils ne prennent pas beaucoup de décisions par eux-mêmes. Presque tous leurs mouvements sont planifiés à l'avance, depuis la Terre. Les ingénieurs envoient des listes de commandes pendant de brèves fenêtres de communication et le rover les exécute au cours du jour martien suivant. Même quelque chose d'aussi simple que tourner ou changer de trajectoire est généralement examiné avec soin pour éviter les risques. Les robots sont lents et prudents par conception. Cette méthode fonctionne pour les planètes proches, où les signaux voyagent en minutes ou en heures. Mais elle ne peut pas servir pour des missions interstellaires. Si une sonde voyageait vers une étoile située à 10 années-lumière, elle aurait besoin de 20 ans pour recevoir un ordre et renvoyer une réponse. Avec un tel délai, aucune équipe humaine ne pourrait guider un véhicule sur un terrain irrégulier, réparer un capteur endommagé ou réagir à une tempête soudaine. La sonde devrait se débrouiller seule. La prochaine génération d'explorateurs robotiques pourrait transporter non seulement des caméras et des capteurs, mais aussi des esprits numériques capables d'évoluer, des systèmes entraînés pour interpréter l'environnement, reconnaître les dangers, planifier des réparations et même fixer leurs propres objectifs. Ces machines décideraient comment agir selon ce qu'elles découvrent. Elles seraient de véritables explorateurs, non de simples extensions d'une équipe restée à la maison. Pour construire ce type d'intelligence, les chercheurs combinent apprentissage automatique, réseaux neuronaux et systèmes adaptatifs. Une machine confrontée à un terrain inconnu devrait l'analyser, le comparer à des expériences précédentes et ajuster sa manière de se déplacer
afin de ne pas rester coincée. Si elle trouve un matériau impossible à percer, elle devrait essayer différents outils jusqu'à trouver une solution. Si une tempête couvre ses panneaux solaires, elle devrait chercher un abri et économiser de l'énergie sans attendre d'instructions. Cette flexibilité est bien plus difficile à développer qu'il n'y paraît. Les IA actuelles excellent dans des tâches spécifiques, mais leur apprendre à s'adapter implique aussi de leur apprendre à apprendre, à évaluer les risques et à expérimenter. Cela signifie leur donner une forme de curiosité prudente et de créativité fonctionnelle, des qualités difficiles à traduire en code. L'une des voies pour y parvenir est la simulation. Avant de lancer une sonde, on la fait vivre dans des environnements virtuels où elle affronte des milliers de situations. Glissement de terrain, panne mécanique, gaz toxique ou surface instable. L'intelligence artificielle reçoit des récompenses pour survivre et apprendre. Avec le temps, ses réponses se raffinent et lorsque vient le moment du lancement, elle emporte avec elle une bibliothèque d'expériences équivalente à des millions de jours simulés. Et l'apprentissage ne s'arrête pas là. Une fois arrivée à destination, elle continue à mettre à jour sa mémoire et à s'améliorer à chaque rencontre. Cette approche est déjà testée sur des robots terrestres, capables de marcher dans des forêts, d'escalader des décombres ou d'explorer les fonds océaniques. Certains reconnaissent des schémas de chaleur, de son et de mouvement. D'autres partagent leurs données entre eux pour optimiser des comportements collectifs. Ce sont des étapes initiales, mais elles montrent ce qui pourrait devenir possible. Dans l'espace, cependant, les exigences seront bien plus élevées. Une sonde capable d'apprendre pourrait devoir réparer ses propres systèmes en utilisant des pièces de rechange, reconstruire des circuits endommagés ou imprimer de nouvelles pièces avec des matériaux disponibles. Elle devrait être analyser la chimie d'une planète pour éviter des régions corrosives ou distinguer une formation naturelle étrange de quelque chose construit par une autre intelligence. Et si elle trouvait des signes de vie, comment devrait-elle réagir? S'approcher, rester à distance, envoyer un message. Une sonde réellement autonome aurait aussi besoin d'une programmation éthique, d'un ensemble de limites sur le moment d'agir et celui de s'arrêter. Même la manière dont nous concevrons ces machines pourrait influencer leur personnalité. Si nous voulons un explorateur prudent et silencieux, son intelligence sera prudente et réservée. Si nous en cherchons un audacieux, il pourrait se comporter de façon plus agressive et curieuse. Même si elles ne ressentent pas d'émotions comme nous, le ton émotionnel simulé peut influencer leurs décisions. Une sonde qui simule la peur dans des situations dangereuses pourrait survivre plus longtemps. Une autre qui simule l'ennui pourrait explorer de nouveaux territoires au lieu de répéter des routes connues. Certains chercheurs ont proposé d'inclure des émotions artificielles non pas pour le drame, mais pour l'efficacité. La peur pour protéger, la curiosité pour avancer, la mélancolie pour s'arrêter et évaluer. Dans des environnements éloignés et hostiles, une machine dotée de ces simulations pourrait fonctionner mieux qu'une machine purement logique. Avec l'avancée technologique, la frontière entre outils et voyageurs commence à s'estomper. Une machine qui décide, apprend et répond au monde cesse d'être seulement du métal. Ce n'est pas une personne, mais ce n'est plus seulement un programme. Elle devient une sorte de pionnier numérique, façonné par la Terre mais séparé d'elle. Et à mesure que ces explorateurs s'éloigneront, ils deviendront être nos yeux, nos oreilles, et être une partie de notre esprit dans des lieux que nous ne pourrons jamais atteindre. Le premier astronaute réellement autonome pourrait être une petite sonde silencieuse, se déplaçant sur un paysage alien avec des sens actifs et une pensée adaptable. Elle n'aura pas besoin de nourriture, d'air ni de confort, mais de connaissances. Et si nous lui en donnons suffisamment, elle pourrait aller plus loin que n'importe quel être humain. Si les étoiles étaient notre destin, que deviendrait alors la Terre? Si l'humanité devenait une véritable civilisation spatiale, que signifierait cela pour le lieu dont nous venons? Notre planète, avec toute son histoire, pourrait cesser d'être le centre de notre récit et devenir un point d'origine lointain, connu par son nom, mais rarement visité. Ce que la Terre deviendra
dépendra du chemin que nous choisirons pour atteindre les étoiles. Dans certaines visions du futur, la Terre prospère comme centre culturel, une source d'art, de philosophie et de mémoire. Elle ne serait pas abandonnée mais célébrée. Les personnes pourraient partir vers d'autres mondes tout en regardant la Terre comme une patrie spirituelle. Dans ce scénario, la planète ressemblerait à une ancienne Athènes, plus le centre du pouvoir, mais l'origine de tout. Être que tous ne reviendraient pas physiquement, mais ils le feraient à travers des récits, des traditions et des archives numériques, conservant ce que la Terre a été et ce qu'elle continue de représenter. Elle pourrait se transformer en une sorte de musée vivant. Les villes seraient conservées pour leur histoire plus que pour leur fonction. La forêt amazonienne, la grande barrière de corail ou les ruines d'anciennes civilisations pourraient être restaurées et maintenues grâce à des systèmes automatisés conçus pour préserver la mémoire de la planète. Des visiteurs venus d'autres mondes marcheraient sous un ciel bleu qui pour eux serait presque légendaire, apprenant où l'humanité a commencé. Dans ce futur, la Terre pourrait devenir lente, tranquille, être moins peuplée, mais protégée comme une archive culturelle. Elle pourrait aussi devenir une destination touristique. Même sans voyage plus rapide que la lumière, les avancées en propulsion et en infrastructure pourraient transformer le système solaire en un réseau très fréquenté. Des lieux comme Venise, Kyoto ou Machu Picchu montrent déjà comment les êtres humains voyagent pour ressentir le poids du temps, et quelque chose de similaire pourrait se produire à l'échelle planétaire. Des personnes nées dans des colonies spatiales pourraient visiter la Terre pour marcher sur un sol naturel, voir de véritables océans, ou expérimenter la gravité pour la première fois. Sa biodiversité, incomparable avec tout autre endroit connu, serait à elle seule une raison de pèlerinage. Des milliers d'années de musique, de littérature, de cuisine et de langue transformeraient la planète en une archive vivante de l'histoire humaine, même si elle cessait d'être le centre politique ou économique. Certains imaginent que, si la pression humaine sur ces écosystèmes diminuait, la Terre pourrait traverser une phase de récupération écologique profonde, se transformant lentement en sanctuaire où nature et mémoire coexisteraient comme un témoignage silencieux du lieu où tout a commencé. Avec le dépeuplement progressif, les villes pourraient se vider, les forêts repoussées et les animaux récupérer des territoires perdus depuis des siècles. Des projets à grande échelle pourraient nettoyer les océans et restaurer la qualité de l'air grâce à une automatisation avancée. Si la pression démographique diminue, la Terre pourrait guérir des cicatrices de l'ère industrielle et devenir être plus belle qu'elle ne l'a été depuis des siècles. Mais il existe aussi des possibilités plus sombres. Dans certains futurs, la Terre n'est pas un sanctuaire préservé, mais un monde abandonné. La colonisation d'autres étoiles pourrait ne pas être une mission unifiée, mais une fuite désespérée. Si le changement climatique, l'épuisement des ressources ou l'instabilité politique s'aggravent, les premiers vaisseaux quittant la planète pourraient être des explorateurs, mais aussi des réfugiés. Dans un tel scénario, la Terre deviendrait un souvenir flou, un lieu dont on parle au passé. Les générations futures pourraient ne la connaître qu'à travers des fragments de données ou des mythes déformés, et même en venir à douter qu'elle ait réellement existé. Il existe aussi des futurs, où la Terre se transforme en une sorte de classe sociale inférieure au sein d'un réseau de colonies prospères. Dans une galaxie remplie de mondes avancés, avec des économies fortes et des systèmes stables, la Terre pourrait rester en arrière, sa population appauvrie, son infrastructure détériorée et son savoir s'écoulant vers d'autres lieux, tandis que la planète deviendrait périphérique et oubliée. Dans ces scénarios, la Terre ne ressemblerait pas à un musée, mais à une banlieue lointaine, à peine connectée au système qu'elle a aidé à créer. Même dans des futurs où la Terre survit, la distance psychologique pourrait grandir. Une colonie autour d'Alpha Centauri ou de Tau Ceti, avec ses propres villes et ses propres gouvernements, pourrait commencer à voir la Terre comme une planète parmi d'autres. Avec le temps, la connexion culturelle s'affaiblirait, les langues changeraient et les religions évolueraient. Ce que la Terre signifiait pour les premiers voyageurs
pourrait ne presque rien signifier pour leurs descendants. Peu, être, l'étudierait-il, comme nous étudions aujourd'hui, la Rome antique, fascinante, mais lointaine. Dans certains scénarios extrêmes, la Terre pourrait même être délibérément scellée. Si une future civilisation décidait que la planète doit guérir ou qu'elle est devenue trop instable, elle pourrait imposer de sévères restrictions d'accès. Seuls quelques-uns y vivraient, et les autres auraient besoin de permis spéciaux. La surface pourrait être surveillée ou protégée par des réseaux orbitaux. Certains penseurs imaginent la Terre comme un lieu spirituel. De la même manière que les premiers êtres humains considéraient certaines grottes, rivières ou montagnes comme sacrées, les humains du futur pourraient développer des rituels autour de la Terre, organiser des pèlerinages ou créer des philosophies qui la traitent comme une origine sacrée. Dans un univers rempli de mondes artificiels et d'environnements étrangers, les systèmes naturels terrestres, le vent, les saisons, la pluie, pourraient acquérir une signification presque mystique. Pour ceux qui grandissent dans des dômes pressurisés ou des astéroïdes creux, assister à une tempête pourrait sembler de la pure magie. Quel que soit le résultat sanctuaire, ruine, lieu sacré ou simple note de bas de page, il révélera davantage sur nous que sur la planète elle-même. Le grand silence pose une autre question inévitable. Pourquoi l'univers reste-t-il muet? Le cosmos est rempli de centaines de milliers de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliers de milliards d'étoiles. Beaucoup possèdent des planètes, certaines peuvent être semblables à la Terre. Si le voyage interstellaire est ne serait-ce que vaguement possible, et si la vie intelligente est apparue ailleurs, il semblerait logique d'attendre des signes de quelqu'un d'autre. Pourtant, lorsque nous observons le ciel, nous ne voyons rien. Aucun vaisseau traversant les systèmes, aucun signal radio clair, aucune ville brillante sur des mondes lointains, seulement le silence, profond et persistant. Cette énigme fut formulée par Enrico Fermi dans les années 50 par une question simple. Où est tout le monde? Si la vie intelligente est courante et si le voyage spatial est au moins partiellement viable, une espèce aurait dû s'étendre et laisser une trace visible, et pourtant nous n'en voyons aucune. Peu, être que la Terre n'est pas seulement unique dans le système solaire, peu, être est-elle presque unique dans la galaxie ou même dans l'univers. Malgré nos recherches, nous n'avons trouvé aucune preuve solide de vie ailleurs, pas même de simples microbes. Mars montre des signes d'anciens océans, mais aucun fossile. Europe et Encelade pourraient abriter des mers sous la glace, mais nous ne les avons pas encore percées. Il se peut que la vie soit extrêmement difficile à faire naître et qu'elle n'ait émergé qu'ici, ou bien que la vie soit commune, mais que l'intelligence soit extraordinairement rare. Sur Terre, la vie est apparue tôt, mais il a fallu plus de 3 milliards d'années pour évoluer de cellules simples vers des animaux complexes, et les espèces capables de fabriquer des outils ne sont apparues qu'au cours des 100 000 dernières années. Pendant la majeure partie de l'histoire de la planète, la vie fut microbienne. Si ce schéma se répète dans la galaxie, même des mondes remplis de vie pourraient ne jamais développer de civilisation avancée. Mais même si l'intelligence était rare, une seule civilisation suffirait pour initier l'exploration interstellaire. C'est pourquoi certains chercheurs pensent que le problème n'est ni la vie ni l'intelligence, mais la difficulté même du voyage entre les étoiles. Est-ce simplement trop complexe, et les civilisations, une fois parvenues à un certain niveau technologique, évaluent les coûts et décident que cela n'en vaut pas la peine. Elles restent sur leur monde, se plongent dans des réalités virtuelles, se concentrent sur l'énergie ou sur la colonisation locale, transmettent des signaux pendant quelques décennies, puis se taisent, passant inaperçus pour nous. Il y a aussi la question du temps. La galaxie a environ 13 milliards d'années, et l'humanité n'utilise la radio que depuis un peu plus d'un siècle, à peine un battement de cils cosmique. Si d'autres civilisations naissent et disparaissent selon des intervalles similaires, les probabilités que deux d'entre elles coïncident et s'entendent sont minuscules. Être ne sommes-nous pas seuls, mais simplement trop tôt ou trop tard. Certains suggèrent que les civilisations avancées ont tendance à s'autodétruire par des guerres,
des effondrements environnementaux ou des technologies hors de contrôle. Ce n'est pas une idée réconfortante, mais elle pourrait expliquer le silence. Peut-être que chaque espèce qui atteint un certain niveau affronte les mêmes risques. Peut être que l'espace est silencieux, parce que la vie intelligente, une fois suffisamment puissante pour s'étendre, est aussi suffisamment puissante pour se détruire. Une autre possibilité est que la galaxie soit pleine de signaux ou de sondes, et que nous ne sachions tout simplement pas les chercher. Peut être que les messages extraterrestres n'utilisent pas la radio, mais des neutrinos modulés, des ondes gravitationnelles ou des phénomènes quantiques que nous ne comprenons pas encore. Notre technologie pourrait être trop primitive pour les détecter. La théorie du grand filtre propose que, sur le chemin qui mène de la vie simple à une civilisation capable de voyager entre les étoiles, il existe une barrière presque impossible à franchir. Peut être que ce filtre est derrière nous, peut être que le saut vers des cerveaux conscients est extrêmement rare, ou peut être qu'il se trouve devant nous sous la forme de défis technologiques ou de risques existentiels inévitables. Si le filtre est déjà derrière nous, nous pourrions être extraordinairement spéciaux. S'il est devant, notre destin pourrait être incertain. Il faut aussi se demander si nous saurions reconnaître une activité extraterrestre même si elle se trouvait juste devant nous. Une étoile qui s'assombrit de manière étrange pourrait être un nuage de poussière ou une gigantesque structure énergétique. Un signal au rythme inhabituel pourrait être un pulsar ou un message. Lorsque les pulsars ont été découverts, par exemple, certains scientifiques pensaient qu'il pouvait s'agir de signaux de petits hommes verts. Ils se sont révélés être des phénomènes naturels, mais ce moment de confusion rappelle à quel point notre compréhension reste limitée. Malgré le silence, beaucoup continuent de chercher. Des projets comme SETI continuent de scanner le ciel, tandis que de nouveaux télescopes observent avec une résolution plus élevée et sur davantage de bandes du spectre. Les scientifiques recherchent désormais des technosignatures, la lueur nocturne de villes lointaines, des schémas étranges de consommation énergétique ou la chaleur résiduelle d'industries extraterrestres. Si nous ne pouvons pas entendre d'autres civilisations, peut-être pouvons-nous voir ce qu'elles produisent. En attendant, nous restons seuls avec nos questions. Sommes-nous seuls? Sommes-nous les premiers? Ou simplement l'un de nombreux peuples dispersés parmi les étoiles? Tous en attente, tous à l'écoute, tous se demandant s'il y a quelqu'un d'autre là, bas. Dans l'immensité silencieuse du cosmos, l'humanité se penche au bord de l'abîme en rêvant des étoiles, confrontée à la vasteté des distances, à la rigidité de la physique et à la fragilité de sa propre nature. Chaque pas vers l'espace profond révèle non seulement de nouvelles merveilles, mais aussi les dilemmes les plus profonds qui nous définissent. Peut être que le plus grand voyage n'est pas vers une autre étoile, mais vers la compréhension de qui nous sommes et de ce que nous sommes prêts à risquer pour y parvenir. L'histoire de notre futur cosmique reste à écrire, chapitre après chapitre, sous le vaste et silencieux ciel.